Well, look who it isn't. I hope you're well and living your very best life, enjoying every moment of it. Really, I really hope so. My name is David. Welcome to the program. OK! David Bocage à l'appareil. J'espère que vous allez bien. Les coquelicots, les enfants de demain, la batterie, coupé. J'espère que vous allez bien, les amis. C'est un nouvel épisode de Dreadful Tape cette semaine, le 6e de la saison 8. Une saison qui est déjà, je considère, bien entamée. L'entame d'un roast beef cette année a été numéro chez Louis-José Hood et depuis ce temps-là, ça a été que du médium saignant là, à perfection. Et on poursuit aujourd'hui avec nul autre que Andréane Barbeau. J'espère que vous enjoyez, que vous profitez, mon Dieu, suis-je franco-ontarien, mais j'espère que vous profitez de la saison à date. Je trouve qu'on a des beaux épisodes. Je trouve la qualité féroce. Et je me lance pas des fleurs à moi, je parle des invités. Louis-José Hood, Diane Bibeau, Marc Robitaille. Écoute, c'est la saison du baseball. Il était-tu pas attachant, Marc Robitaille? J'ai vu vos commentaires sur le Patreon. C'était absolument heartwarming. C'était ça réchauffait le cœur, quoi. Et P.O. Joseph, Sam Breton devant le public, Nicolas Riopel, l'agent. Si vous ne connaissez pas Nicolas Riopel, allez écouter l'épisode de la semaine dernière. Il est absolument fascinant. Tout un parcours, ancien goaler qui est devenu agent de Gabriel Daigle, qui est peut-être un des prochains non québécois surveillés pour le repêchage de 2025 et qui a une histoire fascinante. Je parle de Nicolas Riopel. Tout ça pour dire, aujourd'hui, Andréane Barbeau. Andréane, en deux mots, que vous connaissez peut-être. Si vous ne connaissez pas de nom, vous la reconnaisseriez? Conditionnel. Probablement de vue, alors qu'elle est à RDS depuis des années, entre autres à l'antichambre. Elle fait maintenant de la radio l'été. On va en parler dans le podcast. Mais c'est vraiment une fille qui a fait sa place dans le monde des médias, des communications, particulièrement évidemment dans le contexte sportif. C'est une passionnée. On revient sur ses débuts. Écoute, elle a commencé avec les Sags. Elle était là sur place pour l'incident Bobby Nadeau, Jonathan Roy. Ce n'est qu'un petit teaser, là, un petit aperçu des vastes sujets auxquels on va toucher. Je la connaissais pas du tout, Andréane. J'avais jamais rencontré, jamais même croisé. Heureusement, elle a eu la gentillesse d'accepter de venir me rencontrer chez moi, dans mon petit studio de Dreadful Tape, et ce, le 11 juillet. 11 juillet, date de fête de Catherine Levac. 11 juillet 2023. Et ça a été un réel plaisir. Honnêtement, mes souvenirs de l'épisode, ça fait tellement longtemps, sont flous. Je me souviens juste que j'ai eu bien du plaisir. Juste avant que je vous envoie à la merveilleuse Andréane, je vous rappelle, parce que là, au moment où ça sort, dans pas très longtemps, le 1er décembre, je fais mon rodage SCRR à Montréal, au Théâtre Sainte-Catherine. Et non seulement cela, mais je veux m'arranger pour que vous ayez tout inclus. Là. Tu sais, maintenant, il y a des frais de service, des taxes, des niaiseries, ça fait que les billets montent rapidement de prix. Non, je m'assure que vous ayez le tout à 20$, tout compris, pour le show du 1er décembre à Montréal avec le code promo David20. Donc, allez sur mon site, allez regarder ça, davidbocage.com. Puis pour le show de Montréal, un billet pour 20$ avec le code promo David20. Excusez, mes timings de tout sont agressifs. Sinon, si vous écoutez ceci, évidemment, de manière géographique, ou comment dire, géographiquement, pas à Montréal, eh bien, c'est super aussi, parce que je suis à Sherbrooke. Là, je parle peut-être à ceux qui commencent à checker pour leur chum ou leur blonde un cadeau de Noël. Oh, ça tombe bien. Je suis à Sherbrooke le 16 février, Saint-Jean-sur-Richelieu le 9 mars, l'Assomption 15 mars, Drummond 17 mai. Et ce ne sont que les premières dates. Plein de nouvelles dates s'en viennent et vont être au davidbocage.com. Pour tous les billets, évidemment, de ces dates-là, davidbocage.com. Une petite paire sous le gui. Évidemment, je fais référence à Guy Lafleur. Peut-être avez-vous vu l'épisode de Dans une galaxie près de chez vous, où on demande au capitaine et à Sylvie Moreau, Valence, voilà, j'avais un autre mot, ça. Valence et au capitaine Patnaud de s'embrasser sous le Guy, et une photo de Guy Lafleur descend et Flavien et Bob se mettent à crier Guy, 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 Guy. Un classique. D'ailleurs, je pense que le 3e film de Dans une galaxie s'en vient dans pas très longtemps. Tout ça pour dire davidbocage.com, SRR. Et oui, je sors mon spectacle définitif dans 1 an, en novembre 2024. Et d'ici là, on écrit le spectacle ensemble. Donc, venez voir ça live. OK! On est rendu à l'épisode d'Andréane Barbeau. Je vous rappelle, 11 juillet 2023 que je l'ai rencontré. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse la découvrir. Formidable personne. Voici
le 6e épisode de la saison 8 de Dread sur le Tape avec une autre que Andréane Barbeau. Dread sur le Tape avec David Bocage. J'avais commencé à enregistrer même quand on parlait avant, parce que c'était vraiment intéressant. On se parlait de Simon Delille, on parlait de Simon Delille, exact. On parlait, c'est notre premier point commun. Ça, puis Pat Grou. Oui, mais les deux m'ont donné leur bénédiction pour que je sois ici aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ils m'ont dit que t'étais sweet. C'est parfait, ça. Le signe de croix de l'humour. Hey. Mais oui, mais fait que ça, parce que toi, tu fais de la radio comme ça avec eux, là, t'arrives de là en ce moment? Ben, en fait, je m'en vais là cet après-midi. T'en vas là, OK. Ouais, je m'en vais là cet après-midi animer Ça rentre au poste à Énergie. C'est mon 3e été que je le fais. Donc ça, c'est le retour. Oui, l'émission du retour. Parce que l'été, je voudrais pas me lever à 3h du matin pour faire le matin. Je l'ai fait longtemps, là, l'émission du matin, pas à Énergie, mais je me suis levée longtemps à 3h du matin. Si je suis pas obligée de le refaire, je le referai pas. Mais tu le fais où? Je l'ai fait au FM 93 à Québec. OK. Et je l'ai fait à Énergie et à Rouge, mais là, j'étais aux nouvelles, dans le fond. Là. J'étais journaliste générale. À quel stade de ta carrière tu te levais à 3h du matin? FM 93, c'était au début des années 2000, là, 2003, 4, 5, là, je me perds un peu. Ça fait mais... presque 20. Ça fait 20 non, attends un peu, je me mêle. Je suis pas bonne dans mes maths. Non, je suis sortie de l'école à 2007, on va dire 2013, là, 2013, 2014, 2015, dans ces années-là, là, avant que je revienne à Montréal travailler pour TVA. Puis ça, je faisais ça en même temps que le hockey junior la fin de semaine. Fait que ça, c'était rock'n'roll. Là. Je co-animais le matin avec Sylvain Bouchard. Je faisais les nouvelles. Fait que j'étais dans les nouvelles générales. La fin de semaine, je partais faire du hockey junior. Fait que ça, je l'ai fait une couple d'années. Puis après ça, quand j'ai quitté TVA pour m'en aller chez Bell Media, là, je faisais les nouvelles, entre autres, le matin de fin de semaine, des nouvelles à Énergie puis à Rouge. En même temps que j'étais pigiste à RDS. Fait que... Ça, c'était ça, c'est la manière que ça a commencé? Ça, c'était-tu quand Non. Okay. Comme je te dis, je suis sortie de l'école en 2007. OK. Fait que j'ai commencé à TQS. Feu TQS. Feu TQS, mais TQS oui, le mouton noir de la télé. Oui, absolument. Moi, j'étais stagiaire à 110% à l'université. Eh non! Oui! Fait que là, tu fréquentais... J'étais dans le temps que Jean Pagé animait. Oui, Éric Lavallée était Pagé, producteur, ouais, effectivement. Puis Stéphane Grondin était lecteur de nouvelles. J'écrivais ses bulletins, je faisais des petits montages. Puis c'était dans le bon temps de 110%, là, les vraies belles années de débats sportifs où ça... Jean Perron, JC, qui d'autre? Michel Villeneuve, Michel Bergeron, oui. Il y en avait plein, là. Les années de 110, là. Moi, j'ai connu ça, mais j'étais encore à l'université. Avec le monde dans vite en arrière. Ouais, un peu, mais c'était pas super. C'était quand même tard, hein. Oui, c'est vrai que c'était tard. Mais c'est quoi, c'est qui? C'est Jean Perron? Tu sais que Sergei Kostitsin était venu taper dans vite parce qu'il voulait se battre avec? Ah, ça se peut, mais j'étais pas là ce soir-là. Mais j'ai assisté à des discussions assez intenses. Puis dans le fond, après ça, moi, je suis partie à TQS au Saguenay. Puis je devais rester un été. Finalement, j'ai fermé la station 1 an et demi plus tard. Quand TQS a fermé, les régions ont fermé en premier. Mais attends, juste parce qu'on parlait de 110, là, c'est quand même une époque qui a marqué beaucoup de gens. C'est quoi tes meilleurs souvenirs de 110 ? Je me rappelle d'un soir où le ton avait monté entre PJ Stock et François Gagnon, là, mais c'était intense. Puis j'en ai reparlé avec les deux gars parce que, tu sais, je travaille avec eux maintenant à l'antichambre, là. Puis ils s'en rappellent encore. Oui. Le ton avait monté, puis je me rappelle, on était dans la régie. Ça, c'était mon bout d'observation, de stage, là. Je me rappelle à quel point la régie, tu sais, tout le monde était nerveux parce que, tu sens, tu sais, il y a une marge entre un débat sportif puis le moment où tu sens que la ligne est sur le bord d'être franchie. Puis ça avait poursuivi un peu après le débat. Puis il avait fallu que le producteur s'en mêle pour calmer tout le monde. C'était parfait, pour vrai. Bienvenue dans le monde du journalisme sportif. C'est comme la lutte, mais sportive. On dirait, mais c'était fascinant, 110. Tu sais, c'était... Ça a marqué beaucoup de monde, puis en même temps, c'est drôle parce qu'à l'université, moi, j'avais choisi de faire des stages. Les stages étaient optionnels dans mon bac à l'époque, puis j'avais le choix entre un stage aux nouvelles à TQS puis un stage à 110%, puis ils n'ont pas voulu me créditer 110% parce qu'ils trouvaient que ça avait pas rapport. donc, je faisais le double d'heures parce que j'ai pas voulu choisir. C'est pas une émission reconnue. C'était comme pas du journalisme. Donc, dans le fond, j'ai fait le stage aux nouvelles, ce qui a été très formateur aussi, avec Jean-Luc Mongrain quand même, qui était lecteur, qui était le chef d'antenne à l'époque. Puis je faisais aussi 110%. Donc je faisais le double d'heures de stage parce que j'ai pas voulu choisir entre pour la moitié des crédits. Ouais, c'est ça, c'est pour le même nombre de crédits. Au moins mon superviseur de stage avait été extraordinaire puis il m'avait dit fais ton rapport sur les deux. Lui,
ils comprenaient qu'il y avait quelque chose à aller chercher là, tu sais. C'était mythique, 110%. Là, j'allais passer 2 à 3 soirs par semaine là, pendant la session. Je me couchais bien trop tard, puis c'était parfait. Tu sais, on regardait du hockey, puis il y avait une espèce déjà de fraternité que je retrouve maintenant du côté de l'antichambre. Mais je me rappelle, le meilleur moment, c'était dans la salle de maquillage avant le show, parce que les gars avaient pas le droit de parler du sujet de débat. Ça, c'était bien important pour le producteur. Là. Si Éric entend ça, il va rire. Donc, on descendait Éric dans étant le producteur? Éric Lavallée, ouais, qui était bien connu dans le milieu à l'époque. Là, il est rendu agent immobilier. Je suis sûre qu'il est excellent. Parce que, voilà. D'un à l'autre. Oui, c'est ça. Voilà. J'ai fait une pub en même temps, c'est parfait. Mais non, c'est ça. Puis donc, on descendait dans la salle de maquillage pour s'assurer que les gars ne parlaient pas des sujets de débat. Attendez. Exact, mais évidemment, ils parlaient d'un paquet d'affaires. Puis là, moi, j'étais comme la petite souris dans la porte qui disait pas un mot parce que j'étais la stagiaire. La seule, je pense, que l'émission a jamais eu, d'ailleurs. Stagiaire ou femme? Stagiaire. Okay. Non, il y en avait pas de stagiaire. Là. C'est parce que j'avais été référée par quelqu'un, puis Eric avait dit « OK, c'est beau, on va l'apprendre. » Mais finalement, ça a été ultra formateur, puis... Regarde, là, je suis rendue à l'antichambre, qui est un dérivé, on va se le dire. On pourrait pas avoir de 110%, je pense, aujourd'hui. Ça allait loin quand même. Ouais. C'était un peu... il y avait un petit côté Jerry Springer, on dirait, là. Ouais, un petit peu, effectivement. Les claques en moins, puis les belles-mères, les belles-sœurs, puis les maîtresses en moins. Moins de tests de paternité. Oui, et c'est ça. Jean Pagé, vous n'êtes pas le père. Yes! C'est ça. Mais c'était l'espèce de show un peu... préparé, mais pas trop, improvisé, mais pas trop. En tout cas, tu sais, on retrouve ça à l'antichambre, fait que c'est quand même une espèce de boucle. Un peu plus clean quand même. Là. Oui. Il y avait un côté un peu motocross à 110, je pense. Il y avait de la boîte. Pour vrai. Mais est-ce que tu te souviens, c'est quoi, sur quel sujet ils s'engueulaient, PJ puis François? Non, je me rappelle pas c'était Parce quoi. que c'est sûr que c'est quelque chose de, en rétrospective, sûrement vraiment quand même banal. Là. Genre, sûrement que ça doit être comme... C'était quelque chose qui avait été écrit dans la presse à l'époque où François était encore à la presse, puis... Je me rappelle pas si c'était Kovalev ou, tu sais, il y avait quelque chose qui était sorti. Je pense que... Mes souvenirs sont mauvais, là, mais c'était peut-être ça, là, quand... Kovalev, est-ce qu'il avait accordé une entrevue en Russie? Ça avait été traduit. Je me souviens pas trop, mais je sais que c'était quelque chose qui était écrit dans la presse que PJ avait pas aimé. Puis là, ben, ça avait comme... le ton avait monté, mais tu sais, je veux dire, les deux aujourd'hui travaillent ensemble, c'est deux humains extraordinaires. C'est juste que, voilà. Dans ce contexte-là de testostérone, mais en plus, c'est drôle parce que, tu sais, c'est parce que si tu mets PJ se battait comme dans la vie. Genre, j'arrête pas de penser, tu sais, tu fais un événement caritatif, François Gagnon contre PJ Stock. Moi, les gars, bon, je pense que ça va mal finir. En même temps, je pense que François, il serait capable, mais contre PJ... Ça serait un petit couteau. Puis là, tout le monde dit, oh, franchement, un couteau, finalement. Non, j'irais pas jusque-là. Mais tu sais, en fait, c'est que à 110%, il les laissait aller. Tu sais, jamais le ton va monter autant sur le plateau de l'antichambre, mais des fois, ça arrive que les gars sont pas d'accord. Ça arrive souvent, mais des fois, ça arrive que le ton peut changer un peu. On sent que là, il y a peut-être une petite flamèche, mais on va les ramener. Tu sais, on n'ira jamais jusque-là. C'est pas ce genre de télé-là maintenant qu'on fait. C'est pas ça qu'on veut non plus. Puis eux non plus, ils veulent pas ça. Mais, tu sais, c'est un milieu comme ça, là. C'est le milieu de journalistes sportifs, les analystes, les anciens joueurs, tu sais, sont capables. Ben oui, vraiment, là. Mais le meilleur show, je vais vous le dire, c'est dans le local de l'antichambre avant. Ah ouais? C'est là le meilleur show. Parce que là, nous, on n'empêche pas personne de parler, là. Au contraire, on se nourrit de ça, là. Luc Bellemare puis moi, là, c'est fou parce des fois, on les alimente, là. Je sais, parce que Luc, moi, on travaille un peu de la même façon. On pose une question comme ça dans les airs, puis là, ça part, puis là, tu prends une petite note sur le côté en disant qu'ils ont dit ça. On va reparler de ça tantôt. Oui, c'est ça. Puis des fois, on n'en reparle pas, mais, tu sais, le meilleur show, parce que quand on se réunit tout le monde ensemble puis qu'on regarde les matchs, ben, tu sais, c'est ça, ça donne de belles histoires, là. Tout le monde dit on devrait mettre des micros dans le bureau. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense que beaucoup de gens perdraient leur job. Je pense qu'il y a beaucoup de mots qui seraient bipés aussi, mais, mais c'est ça. Ouais, c'est comme un peu la loge avant les spectacles. Puis, sûrement. D'où viennent un peu les podcasts, je pense. Oui, comme d'avoir sûrement. Un langage plus familier puis une vérité, je pense. Oui, sûrement. Puis dans notre cas, on pourrait faire le parallèle avec la chambre, avec le vestiaire. Ouais. Ou ce qui se dit dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Il y a plein de choses qui se disent dans nos locaux qu'on n'ira jamais en ondes avec ça. Puis en même temps, il y a beaucoup de choses aussi qui se disent, puis on va y aller. Peut-être qu'on va les formuler différemment, mais je veux dire, je travaille avec des gens qui ont des opinions assez tranchées. C'est pour ça qu'ils sont de panélistes à l'antichambre. Fait que ça donne des discussions qui sont toujours intéressantes, mais tu sais, mettons, ça s'applique à l'antichambre, mais même si je remonte à 110%, parce qu'en plus, c'était une autre époque,
j'imagine, t'as été souvent la seule fille là, dans beaucoup de contextes. Oui. Comment tu trouvais ça, d'être la seule fille dans un contexte à 110%, tu sais, les messieurs, sa gueule, tout ça, les choses qui se disent dans les loges, avant, à quel point est-ce que des fois t'étais comme, je suis pas à l'aise? Comment ça se passe? Non, là? c'est assez rare, je te dirais. Moi, je me suis toujours plus tenue avec des gars. Tu sais, j'avais beaucoup d'amis. C'était tous des chums de gars. Fait que j'ai toujours été à l'aise dans ce contexte-là. Je pense que, à part le fait que je suis une femme, je détonne pas tant que ça non plus au niveau de tu sais, du langage, de la mentalité. Je suis capable de m'adapter. Puis, tu sais, l'expression les oreilles de gars, là, ça, je l'ai entendu beaucoup. Là, mets tes oreilles de gars. J'ai jamais entendu ça. Non, t'as jamais entendu ça? Okay, ben moi, je me suis souvent fait dire ça. Tu sais, mets tes oreilles de gars dans le sens où ils vont pas se freiner pour pas, tu sais, ils vont pas choisir leurs mots parce qu'il y a une femme qui est dans la pièce. Puis c'est correct. Tu sais, moi, ça ne m'offusque pas. Évidemment, c'est sûr que s'ils m'insultent, là, c'est une autre chose, mais c'est jamais arrivé. Pour vrai, tu sais, je travaille avec des gens qui sont ultra respectueux, mais... Il n'y a pas de propos misogynes que t'étais comme, ouais, les gars, là, c'est parce que Non. Puis s'il y en a, je serais très à l'aise. Tu sais, s'il y en avait, je serais très à l'aise de dire, OK, les boys, c'est bon, on relève le niveau un peu, là. Mais tu sais, un de nos passe-temps favoris, Gilbert Delorme et moi, c'est de citer le film Slapshot, là. Si vous connaissez Slapshot, vous connaissez le genre de niveau de réplique que c'est ça. C'est quoi vos répliques préférées de Slapshot? Ah non, je vais pas dire ça. Je vais pas les nommer. Ça reste dans les secrets de l'antichambre. T'as vu combien de fois dans ta vie le film Slapshot? Au moins une fois par année depuis je sais pas combien d'années, là. C'est comme une tradition annuelle. Ouais. Gilbert aussi est venu au podcast. Ah oui? Ouais, aussi un autre gars qui peut... c'est justement avec qui tu peux jaser, je pense, à l'infini. Là, absolument, Gilbert c'est tellement une bonne personne, Gilbert Delorme. Là, il est fascinant dans toutes les facettes. Puis il y a tellement d'histoires à conter, puis il est tellement coloré. Tu sais, mettons, si je fais un vendredi soir avec Gilbert, je le sais que ça va être drôle. Un peu comme quand PJ débarque. Là. Ouais. Mais PJ, juste quand il parle, c'est le fun. Parce que genre, je sais qu'il dit qu'il parle mal français, mais il parle bien français. Il parle évidemment. bien français. Mais c'est juste comme une musicalité incroyable, celle de PJ. Là, ouais, puis c'est des gars qui sont ultra généreux aussi de ce qu'ils peuvent te donner sur un plateau, puis ils se prennent pas au sérieux. Donc ça, c'est parfait parce que justement, moi, je fais souvent le vendredi à l'antichambre, on est plus en mode magazine. Quand on est en après-match, là, c'est un peu plus sérieux parce qu'on est là pour vraiment analyser la rencontre, puis les entrevues, les échos de vestiaire. Mais le vendredi, quand on a un débat qui est un peu plus magazine, où on va un petit peu plus ailleurs, on ratisse plus large, ben des fois, tu sais, on dérape un peu, puis c'est que déraper, le mot est large. Là, mais, c'est ça. Tu sais, j'ai déjà vu Gilbert faire des push-ups sur le plateau de l'antichambre, là, fait que tout est possible. Là. Pour ceux qui savent pas, c'est que Gilbert est un fanatique d'entraînement physique, et ça, depuis les années 80. Ça n'a aucun sens comment cet homme est en forme. Ouais, c'est un modèle pour nous tous. Il a fait mais ça tu le savais, c'est même pas des DVD parce que ça n'existait pas à l'époque, mais des vinyles. Oui, c'est un vinyle des vinyles en forme avec Gilbert, quelque chose du genre, en forme avec Delorme, je pense. Et tu sais qu'il est dans un vidéoclip, hein, Gilbert, ça veut dire ça? Non. Tu savais pas ça? Non. Tu sais pas de quelle chanteuse? Attends, oui, j'ai déjà su ça. Mais vas-y, parce que ça me revient pas, mais oui, j'ai déjà su ça. Gilbert était dans le vidéoclip j'essaie de me rappeler de la chanson parce que c'était vraiment le début de carrière de Céline Dion. Oui. Il joue le male interest, comme on dit, mais là, il joue le beau gars. Puis, mais c'était vraiment, il était jeune, là, c'était avant qu'elle parte aux États-Unis, c'était avant. Puis, je pense qu'elle avait... il me semble que j'ai cru comprendre que... Je me souviens plus si c'est Gilbert qui m'avait raconté ça ou quoi, mais qu'elle avait peut-être un kick sur Gilbert, puis René s'est assuré que Gilbert ne soit plus jamais dans l'entourage. Mais j'avais entendu ça, je l'ai juste jamais vu, je pense. Ouais, c'est comme, il me semble que j'ai un souvenir que c'était avec une auto, il y a comme une auto jaune, lui un polo jaune, c'est très flou, mais c'est tout sur YouTube, les amis. Mais regardez le premier show de l'antichambre la saison prochaine, c'est sûr que je commence avec ça. Mais oui, pour vrai, genre, je comprends pas comment... C'était quelle vidéo? Elle était quand même, elle devait avoir comme, elle a commencé tellement jeune, Céline, mais elle devait avoir genre 18, 19, 20 ans, quelque chose comme ça. Puis Gilbert jouait, je pense, pour les Canadiens. Puis ça prenait un beau gars. Ah, puis Gilbert, c'est un beau gars. Ben oui, c'est ça. Encore aujourd'hui, c'est un très bel homme, là. Il paraît super bien, il est top shape. En plus, genre, une vie incroyable comme lui puis sa femme, famille d'hébergement pour la DPJ. Ouais. Comme ils ont une vie que très atypique. Tu sais, les joueurs de hockey, j'en connais pas d'autres là, qui sont famille d'accueil, tu sais, pour des enfants de la DPJ, je pense 0 et 3. En tout cas, bref, puis j'adore qu'il est comme là, mes chums, là, qui sont comme, je sais plus quoi faire, je suis allé jouer au golf. Puis t'es comme, oui, mais le monde dit ça, mais qui va vraiment le faire? Gilbert. Ouais, exact. Pour vrai, ouais, exactement. Si t'es une fan de Slapshot, avant que j'oublie, j'ai aussi, parce qu'il y a des Québécois qui jouent dans Slapshot, dont ton collègue Yvan Ponton. Bien sûr. Qui est venu au podcast il y a genre 8 ans, dans les premiers épisodes. Puis aussi, j'ai reçu au podcast le monsieur qui joue le goaler, Denis Lemieux. Denis Lemieux, mais oui. De son vrai nom, Yvon Barrette.
Yvon Barrette, je sais pas si c'est Yvon ou Yvon. Bref, il habite dans le coin de Matane, puis mon père vient de Gaspésie, puis on est arrêtés. OK. J'étais avec Jay du Temple à ce moment-là, puis on était arrêtés chez lui. Puis on avait fait le podcast en venant de Gaspésie. Puis en tout cas, ça, c'est un des plus vieux épisodes, mais si vous avez la chance de l'écouter. Puis encore une fois, fun fact, il n'y a aucun rapport, mais lui, on rentre chez eux, puis il y a des cadres de sa famille. Puis Jay dit, vous êtes le grand-père de Lisande. Puis là, je me dis, mon Dieu, mais quel petit monde, tu connais sa petite fille. Et Jay dit, mais non, c'est Lisande Nadeau. Hein? Puis j'étais comme... Ah non, je savais pas ça. Puis j'étais comme... Puis je savais pas c'était qui Lisande Nadeau à ce moment-là. Puis j'étais comme... je sais pas. Puis il était comme, c'est une YouTuber, blablabla. Puis là, lui, il était comme, ouais, c'est ma petite fille, tout ça. Puis j'étais comme, voyons. Oui, le monde est bien. Il y a bien petit, des niveaux hein? à cet épisode-là pendant que j'étais en train de mettre les micros, tu sais, Lisande Nadeau. Puis là, après ça, j'ai été voir c'était qui. Mais puis, tu sais, on parlait de ça, tu sais, dans le podcast parce que lui, sa petite fille... Comment elle a dit qu'elle voulait pas être connue pour qu'est-ce qu'elle fait, elle veut être connue pour qu'est-ce qu'elle est, puis comme elle a réussi. C'est sûr, c'est challengeant comme grand-père. Ça doit quand même. Des vidéos comme il y avait, je me souviens qu'à ce moment-là, il y a des vidéos où elle se faisait des injections dans les lèvres ou comme elle parlait de bisexualité. Tu sais, lui, son grand-père est comme yes, qu'est-ce que ça, je vais t'encourager. OK, ouais, cool, OK. Tu sais, puis en tout cas, bref, il nous a tout conté les anecdotes d'aller tourner Slapshot dans la fameuse ville. Je pense que c'est Charlestown ou Johnstown, le vrai nom, mais dans le film, c'est Charlestown. Qui a joué pour cette équipe-là dans la vraie vie? Étienne Drapeau. Oh mon Dieu, Étienne hein? Drapeau, c'est un qui s'est fait remplacer une hanche dans les dernières années parce qu'il était trop brûlé de ces années. Mais je suis allée à Utica au printemps avec le Rocket de Laval pendant les séries, puis il y a des scènes qui ont été tournées là. Ouais? Oui, c'est drôle Mais parce que Utica, c'est... dans l'État de New York. New York, OK. Ouais. Puis c'est drôle parce que l'aréna a été rénovée depuis, là, évidemment. Ouais. Mais j'ai jamais vu des aussi gros bancs de pénalité que dans cette aréna-là. Puis ça a probablement aucun rapport avec le film, évidemment, mais quand même. j'ai jamais vu ça. Fait que tu sais, je les ai pris en photo, je les ai mis sur mes réseaux sociaux en disant faut bien être dans un des arénas où Slapshot a été tourné pour la plus grande. Ouais. Ça a aucun sens comment c'est immense, là, tu sais. Je pense que Johnstown, c'est en Pennsylvanie, je pense. Puis je pense que dans le film, ils appellent ça Charlestown ou Charlottetown, je me souviens plus, mais je pense que c'est comme... Puis les Chiefs, c'était le vrai nom de la vraie équipe, c'était les Chiefs de Johnstown, je pense. Puis, finalement, toi, tu l'as vu combien de fois, le film? En fait, j'en sais plus autour du film parce qu'il y a un docu qui a été fait par des Québécois. Ouais, ça se peut. Qui s'appelle... c'était la blonde d'un ami qui avait fait le docu. Fait que j'avais été le voir, je pense, au Rendez-vous Québec Cinéma. C'était... parce que je pense que c'est sur YouTube. Quelqu'un l'a mis sur YouTube, mais c'est genre petite histoire. Slapshot, petite histoire d'un film culte. Je mets ça sur ma liste. Parce que ça parle aussi du fait que la traduction québécoise. Oui, ben ça, c'est game changer pour le film. Parce que le film est meilleur. C'est un des rares films dans l'histoire qui est meilleur traduit que la version originale. Mais Gilbert est très fort parce qu'il peut le citer en anglais et en français. Il connaît les deux. Ce que je ne peux pas faire. Parce que moi, je l'ai vu peut-être une fois en anglais, puis j'ai fait ben plate. Parce que tu sais, on va se le dire, Slapshot, là, c'est pas un grand classique du cinéma, là. C'est pas un grand... Pas pour les mêmes raisons. C'est ça, exact. Fait que si tu le regardes puis que t'as pas la traduction, en tout cas de mon côté, je me suis dit, oh mon Dieu, ça révèle à quel point c'est pas un grand film. Mais pour nous, la traduction québécoise est tellement satisfaisante, c'est parfait, là. Parce que je pense que c'est ce qui parle dans le documentaire, c'est que c'est le premier film traduit en québécois. Avant, les films étaient traduits en France. Ouais, puis il avait dit, mais là, si vous envoyez ça en France, puis vous ramenez ça au Québec, ou le hockey, c'est notre sport. Non, ça marche les pas. gens vont rire de vous, là. Mais non. Puis je sais pas si tu connais la traduction du film Slapshot en France. Non. La castagne. Ah oui, j'avais déjà vu ça. Comme un mot qu'on n'a jamais employé ici pour comme la bataille, là, tu sais. Fait qu'ils ont fait, non, tu peux pas faire ça, tu sais, ça va pas marcher. Puis là, Hubert Fieldin, qui, je sais pas s'il est encore en vie, qui était un prof à l'école de théâtre, en tout cas, bref, lui, il avait assuré la traduction de ça, puis là, tous les comédiens québécois qui ont participé à ça, que plein de gens qu'on connaît là-dedans, je pense André Montmorency, en tout cas, bref, puis il raconte toute cette histoire-là de comment ils ont fait ça, puis c'était comme le premier, je pense, qui était traduit. Après ça, c'est devenu la norme, tu sais, les films devaient être traduits ici, mais pendant longtemps, ça, c'était comme le premier, fait que, parce qu'il y avait toute cette histoire-là là-dedans, puis les gars qui ont les droits de Universal pour faire de la merch Slapshot, c'est des gars de Boucherville. OK. Tu sais, à un moment donné, ça finit plus. OK, mais je vais mettre ce documentaire-là sur ma liste. Là. L'été, j'ai du temps pour regarder des films, fait que je vais mettre ça sur ma liste. Allez voir tout le monde, j'espère. Je pense qu'il est encore sur YouTube. Puis les gars qui ont fait ça, là, qui s'appellent les Mad Bros, j'ai reçu un des gars au podcast il y a plusieurs années de comment vous avez vu les droits de ça? Puis eux, c'est un genre de sideline, mais comme ils chibent la guenille partout dans le monde. C'est sûr. Parce qu'ils ont les droits officiels. Puis c'est ça, tu sais, nous, on est comme le Québec aime bien Slapshot, mais Slapshot, c'est connu partout. Comme c'est comme culte vraiment 360. Moi je regarde la première scène en anglais, la scène avec Denis Lemieux. Parce que Denis Lemieux, ça, il faut que tu fasses le deuil de ses jokes, parce que toutes ses jokes en anglais, c'est qu'il parle mal anglais. Exact. Mais quand tu le mets en français, plus rien fait
du sens quand il parle. T'es comme, pourquoi il dit ça? Mais c'est qu'en anglais, il dit quelque chose qu'on comprend pas, genre. Fait que moi, je regarde la première scène où il explique au gars en anglais, you go there. Oui. Il n'y a pas goes bang, nobody there. Puis là, il raconte c'est quoi les règlements. Puis après ça, je le mets en français pour le reste du film. Mais tu sais, pour dire, fait que, en tout cas, excuse parce qu'il y avait, ça a touché sur plein de points, mais j'étais comme, tu me fais réaliser à quel point tout, puis on parlait à Yvan, là, qui est comme, tu sais, Yvan qui est comme, qui a fait Slapshot, Les Boys et Lancer Compte. Oui. C'est comme le Triple Gold Club. J'avoue. Des films de ouais, des œuvres de hockey. Triple couronne. Vraiment, mais comme personne d'autre. Il y a Marc Messier en a fait 2 là-dedans, mais comme, puis personne, tu sais, comment tu te ramasses un film avec Paul Newman? C'est comme se ramasser un film avec Brad Pitt, c'est impossible. Non, c'est fou. Il n'y a pas un grand rôle, mais il est quand même là. Il est là, tu sais. Puis il disait, je pense qu'à l'époque, il jouait dans la Ligue de l'UDA, puis il y avait à peine assez de joueurs pour faire des équipes dans la Ligue de l'UDA. Mais quand il est venu le casting call pour jouer au hockey, c'est drôle, tout le monde jouait au hockey dans l'UDA. Tu sais, il était comme, ouais, je pense pas. Mais il avait été, puis je pense qu'il passait 3 mois en Pennsylvanie, tu sais, à chiller avec Paul Newman. Tu sais, c'était comme une époque un peu impossible. C'est comme, non, c'est ça. Ça se peut pas, là. Exact. Je suis pas sûr qu'on revoit ça. Même Paul Newman, je pense qu'il y avait... Tu sais, Paul Newman était super clé dans l'époque. Tu sais, comme là, c'est un film super vulgaire, puis ça allait vraiment à l'encontre de son truc. Puis il disait tu gardes toujours des choses, des rôles que tu as fait. Puis il dit, moi, Slapshot, j'ai gardé sacré parce que c'est vraiment le fun. Mais oui. Mais tu sais, avant, il faisait pas ça. Était comme non, tu sais. Puis le gars qui a fait le film, le réalisateur, George Roy Hill, je pense, il a comme gagné des Oscars, ce gars-là, avec des films avec Paul Newman. Là, comme c'était vraiment un grand réal. Tu sais, de l'époque, qui a fait un film que tout le monde dit, pourquoi il fait ce film-là? C'est comme une thérapie, Slapshot. Ben oui, ça fait du bien de le regarder. Mais honnêtement, c'était quand même, tu sais, je l'ai revu, là, tu sais, c'était quand même, pour l'époque, c'était quand même bien shooté. Étonnamment. Oui. Puis les scènes de hockey. Les scènes de hockey étaient très crédibles. Il y a des scènes de hockey beaucoup plus récentes, moins bien filmées des fois, tu sais, que t'es comment, crème, pour les années 70, c'était quand même pas pire. Mais bref, tu sais, pour dire longue parenthèse de Slapshot. À cause de Gilbert, mais. Non, mais je sentais que c'est l'information que tu voudrais avoir, là, tu sais. Mais je suis très heureuse, honnêtement. Je vais ressortir d'ici beaucoup plus instruite. T'es comme, mon Dieu, mais ça t'a menti beaucoup trop, ça. J'ai juste dit que je checkais avec Gilbert, je voulais pas faire 20 minutes, là. C'est pas grave. Non, mais bref, ça pour dire. Oui, fait non, mais on parlait de la radio. Oui, on revient à la radio. Parce que oui, j'ai pas oublié. Non, mais parce que, en fait, c'est ça, t'as parlé que tu fais de la radio à Québec, tout ça. Mais oui. toi, à la base, tu viens d'où? Moi, je viens de Montréal. OK. J'ai fait mes études ici. Où ça, à Montréal? Moi, je viens de l'Est de Montréal. Je viens de Tétroville. Puis j'ai fait mes études à l'UQAM. J'ai fait mon bac en journalisme. OK. Sans trop savoir ce que j'allais faire avec ça. Puis quand je suis sortie, c'est ça. Là, j'ai pris ma petite valise puis je suis partie au Saguenay. Puis c'est là que j'ai commencé à couvrir le hockey junior. Parce que, tu sais, tout est une question de timing là, dans cette industrie-là aussi. Donc, quand je suis arrivée à TQS à Saguenay, c'était juste pour des remplacements aux nouvelles. Beaucoup de faits divers. J'ai fait de caféine le matin. Quand je dis que ça, c'était l'émission du matin, c'était le Salut Bonjour de TQS à l'époque, là. OK. Donc, puis il y avait des nouvelles régionales. Fait que déjà là, j'avais commencé à me lever assez tôt. Mm-hmm. Puis, très tôt même. Puis, mais mon patron savait que j'aimais le sport. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, s'il y avait des trucs de sport à aller couvrir, c'est moi qui envoyais. Puis, je me rappelle une journée, j'avais fait caféine le matin. Puis les Saguenayens de Chicoutimi ont fait un échange. Puis moi, à l'époque, tu sais, je connais pas le hockey junior là, à Montréal. Oui, il y avait eu le Rocket de Montréal, mais c'était pas gros comme, mettons, les Sags peuvent être gros à Chicoutimi, comme les Tigres peuvent être gros à Victoriaville. Là, c'était pas quelque chose que je connaissais. La seule chose que je connaissais, c'était la rivalité Saguenayen-Rempart, parce que déjà, du temps où j'étais à 110, on avait déjà passé des images de Richard Martel puis de Patrick Roy. T'sais. Donc, je connaissais ça. Mais je connaissais pas les Sags. C'est pour dire que ce matin-là, je me rappelle, il y a eu un échange. Puis les Sags ont échangé un joueur puis un choix de première ronde pour aller chercher un gars de 20 ans, qui était Francis Paré. Puis ça, on le connaît, lui. Oui, il a joué dans la KHL, puis il a été quand même un bon joueur. Il a joué dans la Ligue américaine de hockey aussi. Il avait été repêché par Détroit. Je dis repêché ou à tout le moins signé, parce qu'il a joué au moins à Détroit. Là. Après ça, il a joué dans la KHL. Puis là, il est en Europe, je pense. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas pris ses nouvelles, mais... Donc, tu sais, juste pour dire que quand tu connais moindrement le hockey, tu te dis, si tu donnes un joueur, puis un choix de première ronde contre un gars, j'imagine que le gars en question, ça doit être un pas pire échange, tu sais, puis c'est un joueur de 20 ans. Donc, c'est un joueur de 20 ans? Je m'avance. Non, c'est un joueur de 20 ans. Je pense il devait être en ligne pour... En tout cas. Fait que là, j'avais levé le flag, tu sais, j'avais dit dans la salle de nouvelles, j'avais dit, hey, moi, je veux pas vous dire quoi faire, mais ça, c'est un gros échange. Fait que s'il y a quelque chose à aller couvrir, aujourd'hui, ça va valoir la peine. Puis là, le monde me regardant en voulant dire, tu sais, comme tu sors d'où? Puis, question de timing, c'est que TQS Saguenay diffusait un match des Saguenayens par mois.
et le gars qui animait les matchs quittait pour devenir descripteur des matchs à la radio. Donc là, mon boss, il m'a dit, ben écoute, ça te tente-tu? Parce que là, après l'été, on pourrait peut-être te garder, mais à 22h30 par semaine, je me rappelle encore, parce que quand tu commences ta carrière à 22h30 par semaine, tu gagnes pas cher. Puis, on va te faire un match de hockey par mois. Donc, ça va te donner des heures de plus. Puis, dans le fond, mon 22h30, c'était un petit bulletin de sport à chaque jour, parce que dans le fond, dans le bulletin de TQS, Montréal, tout ça, il y avait un détachement de 15 ou 20 minutes, là, je pense que c'était 15, pour les régions. Et donc, moi, je faisais ma petite portion de sport dans ce bulletin-là de détachement régional de Saguenay, plus les matchs des Saguenay et de Chicoutimi une fois par mois. Puis t'habitais au Saguenay, là. Oui, là, je suis restée là. Ça m'a permis de commencer ma carrière puis de me casser les dents comme il faut, parce que t'es aussi, tu sais, au début, j'étais pas bonne, là, comme n'importe qui commence. Je m'excuse, guys, là, si vous êtes jeune puis vous sortez de l'école, vous êtes pas bon. Peu importe le domaine, by exact. On est juste pas bon. On pense qu'on l'est, mais on l'est pas. Leçon numéro 1 quand tu sors de l'école, c'est que t'apprends. Oui. Tu ne sais rien. Exact. Puis quand t'arrives à Saguenay, ben, tu connais pas personne en plus. Fait que c'était bon, là, parce que ça m'a, moi, je sortais de Montréal pour la première fois, dans le fond. J'ai pas fait ATM. Je suis pas partie pour aller étudier ailleurs. Fait que c'était vraiment la première fois où je me retrouvais toute seule, puis il fallait que je me débrouille. Là, j'étais déjà partie en appartement avant, mais quand même. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis après ça, sont arrivées donc mes premières séries dans le junior. Ça a été la fameuse bagarre Saguenay-Rempart de mars 2008. Jonathan Roy, ouais. Bobby Nadeau. Ouais, puis j'ai reparlé à Bobby, ça a fait 15 ans cette année. Je lui ai reparlé cette année, j'ai fait un article pour le site web de RDS. Il est dentiste. Dentiste, c'est ça. Ouais. Fait que, comment il va? Il va très bien. J'étais vraiment contente d'y reparler. Moi, je suis toujours, tu sais, comme Antoine Roussel, c'est dans ma première génération de joueurs. Francis Véropol, Francis Paré. Ouais. Véropol, il joue à McGill, c'est non? Ouais, ça joue à McGill, tu sais. Je suis toujours contente quand j'ai des nouvelles de ces gars-là. Ben, de toutes, tu sais, j'ai fait 9 ans dans le junior. Chaque fois que je prends des nouvelles ou que je croise un gars dans la Ligue américaine ou Ligue nationale, je suis toujours contente de le revoir. Mais la première équipe, ça reste quand même spécial, tu sais, parce que c'est les premiers gars qui m'ont vu arriver dans le corridor puis qui ont fait c'est qui elle puis qu'est-ce qu'elle fait ici là, c'est vraiment ça qu'ils se sont dit. Poser les mêmes questions envers eux aussi. un peu, mais en même temps c'était du hockey. Puis je me rappelle quand on m'a confié ce mandat-là, le calendrier préparatoire était débuté. Je suis allée voir un seul match avant que la saison débute. Saguenayen contre les Tigres de Victoriaville, c'était Kevin Poulin qui était avec le Rocket de Laval l'année passée, qui était dans les buts. Je me rappelle encore parce qu'à 16 ans, il était extraordinaire. Là. C'était vraiment, vraiment un bon gardien de but. Puis je suis tombée en amour avec le calibre tout de suite. Mais tu sais, moi, j'aime le hockey à la base. Donc, le hockey junior, ça a été automatique. J'ai aimé ça du premier coup. Puis là, je me suis dit, OK, comme je pars ça d'où? Là? Puis je me revois encore là, la veille puis la journée du premier match, à quel point j'étais stressée d'animer un match de hockey là, parce que je me disais, tu sais, je sais pas ce que je fais ici, tu sais, je les connais pas les joueurs, tu sais, je les connaissais pas du tout là. Oui, là tu vas aux pratiques un peu. Là oui, j'avais rencontré Richard Martel, j'avais dit je vais couvrir ton équipe cette année. OK, parfait, on va voir comment on va arranger ça pour que ça fonctionne. Puis j'ai été assez chanceuse parce que mon descripteur, mon analyste, Michel Tifo, Phil Desgagnés, se sont devenus des mentors rapidement dans ma carrière. Tu sais, c'était des messieurs, là. Ils étaient déjà dans la cinquantaine, soixantaine, mais c'était des messieurs qui étaient très, très bien implantés au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le milieu sportif. Puis eux, ils m'ont pris sous leur aile. Là, la première journée, ça a été instantané. Tu sais, eux, ils se sont dit, elle est là pour les bonnes raisons. On a eu du fun ensemble. Puis encore aujourd'hui, tu sais, on se donne des nouvelles une fois de temps en temps, pas assez souvent, mais tu sais, si je retourne au Saguenay, c'est sûr que je vais aller souper avec Phil et Michel. Là. C'est sûr et certain parce qu'ils ont été tellement généreux puis importants dans mon début de carrière où tu sais, tu fais de l'essai-erreur, tu sais pas trop. En direct, en plus? Oui. Ben oui, puis tu sais, veux pas, une game de hockey, t'es tributaire de ce qui se passe dans le match. Tu sais, quand t'accroches un joueur après une première période, ça a-tu bien été? Ça a pas bien été? Ils perdent-tu 4-0 ou ils gagnent-tu 5-1? C'est beaucoup d'adaptation. Et là, ben, il y a eu les fameuses séries où là, tu sais, même avant la bagarre, le niveau d'intensité était tellement élevé, mais tu sais, moi, je me disais, OK, ça a aucun bon sens. Ça, c'est ta première game. Ben non, ça a été mes premières séries. Là, on a fait la saison. Dieu, non, là, on faisait un trauma. Non, on faisait un match par mois. On avait fait des matchs contre les Remparts, évidemment. Puis là, je couvrais l'équipe, tu sais, fait que j'allais pas sur la route avec eux, mais là, j'étais, tu sais, là, je les connaissais rendus là. Je connaissais Richard Martel, je connaissais les joueurs, tu sais, ils me parlaient beaucoup en dehors tu sais, de la glace, tout ça. Mais là, arrive ce soir-là, le 23 mars, je pense. En tout cas, c'était mars 2008. Puis c'était la fin de semaine de Pâques. C'était un samedi soir. Il y avait eu c'est le match numéro 2, fait qu'il y avait eu le match 1.
Là, la bagarre éclate, les Sags gagnent. Fait que là, la série est égale 1-1. On s'en va à Québec. Puis le samedi soir, ben nous, on a décidé qu'on prenait un peu quelques verres. Attends, je vais dire ça comme ça. Fait que le dimanche matin, je me suis fait lever par TQS Montréal un peu croche en disant... Tu sais, nous, dans le fond, il y a une bagarre au hockey, fin. C'est tout. Tu sais. Mais de l'extérieur, c'était pas ça, là. Ça avait pris des proportions qu'on pouvait pas imaginer, entre autres parce que c'était Patrick Roy, parce que c'était son fils, et parce que c'était la fin de semaine de Pâques, puis qu'à part la messe du pape, il se passait rien. Ce qui n'est pas semblé la bataille... Il n'y a pas une bataille de Pâques entre les Canadiens et les Nordiques? Oui, la bataille du vendredi saint. Exact, fait qu'on dirait que c'est comme... Ça puis là, en plus, le match était télédiffusé. Donc, les réseaux avaient les images. Ils avaient nos images. Si vous regardez les images d'archives, ce sont les images de TQS. Il y a la shot de caméra de RDS, qui est la shot de Stéphane Leroux, qui, lui, était proche du banc des remparts. Mais sinon, les shots de match, ce sont les matchs de TQS. Puis les voix que vous entendez, c'est Phil et Michel. Ouais. Et donc, c'est ça. Mais, tu sais, je me rappelle, là, j'en reparlais avec Bobby cette année, tu sais. Moi, je me rappelle exactement où j'étais, ce que j'ai vu, ce qui s'est passé. Lui, il se rappelait, tu sais, on pouvait vraiment, parce que ça a été tellement marquant pour tous ceux qui étaient là, sur place. Puis après ça, ben, ils m'ont envoyé à Québec, mais j'étais pas supposée y aller au départ. Mais là, ça avait pris des proportions assez extraordinaires. Donc, ils m'ont envoyé à Québec. Puis là, c'est la première fois, moi, que je suis rentrée au Colisée Pepsi puis que je couvrais un match. Puis là, je me faisais regarder comme la fille du Saguenay. Tu sais, puis là, j'étais pas la bienvenue à Québec. Ouais, exact. Puis là, après ça, toute la presse aussi a débarqué de Montréal. Parce que là, c'était plus gros que Québec-Saguenay. Richard Martel avait été suspendu. Il avait quand même fait un scrum dans les médias. Il me parlait juste à moi à un moment donné. Il voulait plus parler à personne. Il prenait juste les questions. Tu sais, une espèce de folklore de fou, là. Puis là, je pensais que ma carrière était décollée. Je me suis dit, là. C'est mon break. Je suis partie. Non, TQS a fermé. Mais quand t'es allé je me souviens même plus qui a gagné la série, premièrement. C'est Québec. Alors que les Sags étaient favoris. Okay. Mais les Sags ont jamais été capables de se remettre de ça. Est-ce que... Parce que c'est drôle, parce que en fin de semaine dernière, par un hasard, j'ai rencontré... parce que j'étais à Québec, puis j'ai rejoint des amis, puis il y avait des amis d'amis qui étaient là. Frédéric Roy. Oui. Que je pensais que c'était Jonathan, parce qu'il ressemble agressivement, Jonathan. Oui. J'étais comme... il va dire qu'il s'appelle Jonathan, puis il est comme Fred, puis je suis comme, bon, c'est un mais Fred a aussi joué au hockey. Ben oui, je sais, ça, je m'en souviens, il était attaquant. Oui, il était très bon, d'ailleurs. Oui, il a joué pro, il a joué Ligue américaine, un petit peu East Coast, ça. Puis là, tu me dis ça, je fais comme, il était-tu dans cette équipe-là, à ce moment-là? Il était-tu dans la bataille en 2000? Ou il est plus jeune, peut-être? Que... S'il était là, c'est une bonne question que tu me poses. En même temps. Mais s'il était là, il était pas sur la glace. OK. Ouais. Puis Bobby Nadeau, 15 ans plus tard, qu'est-ce qu'il disait? Ben Bobby, c'est sûr que ça a beaucoup changé sa carrière parce qu'à ce moment-là, Bobby avait encore l'espèce de rêve de jouer professionnel. Mais Bobby, ça a toujours été un gars qui était ultra brillant. Là. C'était un très, très bon étudiant. Puis déjà, je me rappelle qu'à l'époque, il avait comme... Tu sais, il pensait peut-être devenir dentiste. C'est comme ça que je l'ai retrouvé. Ce qui est pas tant que ça commun, j'imagine? Non, c'est ça. Mais tu sais, il y avait encore le rêve quand même de jouer professionnel. Puis c'est comme si son rêve, ce soir-là, c'était comme un peu désagrégé parce que lui, il voulait pas se battre. Tu sais, avec le recul, il me disait... Ça aurait sûrement été plus simple si je m'étais battue. Parce qu'il s'était déjà battu. Tu sais, c'est pas parce qu'il était pas capable, mais tu sais, lui, il disait « Hey, moi, là, je suis le gardien numéro 1 puis on est favori dans cette série-là. » Tu sais, ça avait été Kevin Defossé qui était le gardien numéro 1 à l'époque. Et je dis « J'aurais sûrement droppé. » Parce que là, on aurait été à forces égales. Mais Jonathan, c'était pas le gardien numéro 1. Fait que là, il voyait Richard qui faisait signe de pas y aller. Puis après ça, quand il m'a dit ça, tu sais, avec le recul, je serais peut-être allée. Il m'a dit, ben, avec le recul, je pense que le plus simple, ça aurait été que j'aille au banc. Comme ça, je me serais pas battue, je me serais pas exposée, mais, tu sais, il aurait pas pu venir me chercher au banc. Parce que, tu sais, là, après ça, ben, lui, il s'en est pas remis. L'équipe s'en est pas remis non plus. Tu sais, la gestion de tout ça a été très déficiente, là, de part et d'autre, là. Ça a été comme vraiment, ça a été un gros chapitre dans l'histoire du hockey junior. Ouais, parce qu'il y a eu le avant puis il y a eu le après au niveau de la réglementation pour les bagarres qui continuent d'évoluer, mais l'espèce de cirque folklorique s'est beaucoup éteint à partir de là. Les coachs qui montent sur les bandes, des affaires comme ça se voyait plus après ça. Les coachs qui se battaient, ça c'était une époque. Ouais, ça c'était avant aussi. Mais quand même, ça existait. Ouais. Je pense que je parlais avec des gars dans ma ligue de garage qui me parlaient d'histoire de l'époque de Michel Therrien entre les dans la règle, t'es comme quoi qui s'enlève la cravate. Oui. Moi j'ai travaillé avec Alain Rajotte puis il s'est battu avec Michel Therrien, il me l'a compté je sais pas combien de fois là. On n'a pas mélangé avec Claude Rajotte, mais non, c'est ça. Mais ça m'est déjà arrivé. Incroyable. J'ai déjà dit ça en nom. Je l'ai appelé Claude d'Alain.
Ce sera tout. Merci. Pour les recommandations musicales. Ouais, c'est ça. Mais quand même, un lapsus facile à oui. faire. Mais oui, fait que... Ouais, c'était fou. Donc, c'est ça. Fait que ça, lui, après ça, il a été échangé à l'île du Prince-Édouard. Puis il a joué universitaire. Puis il y a eu les blessures aussi qui l'ont ralenti. Mais, tu sais, avec le recul, il est vraiment capable de dire à quel point ça a teinté son parcours. Puis finalement, il s'en est vraiment pas mal sorti, là. Et en fait, j'ai dit, il est dentiste. Il est endodontiste. C'est un dentiste spécialisé. Il a sa propre clinique à Kingston maintenant. Il a 2 Kingston, enfants. en Ontario. Ouais. Parce qu'il est allé se spécialiser là-bas. Puis il est resté là-bas. Puis sa femme vient de là, je pense, Okay. là, tu sais, parce qu'ils se sont rencontrés à l'université à Dalhousie, je crois bien. Mm-hmm. Puis après ça, ils sont allés là. Puis, tu sais, fait que pour vrai, sa vie va tellement bien. Puis il aimerait ça recommencer à jouer au hockey pour le fun, mais il a pas remis les jambières parce qu'il est plus capable, tu sais, physiquement parlant. Ouais, les goalers. Puis il me disait, moi, là, j'y serre la main, là, à Jonathan, si je le revois. Là. Mais il dit, on s'est jamais reparlé, mais il dit, tu sais, c'est un concours de circonstances. Puis après ça, quand l'article a été publié, là, évidemment, je sais qu'il y a des médias qui se sont dit, ben, on va essayer de faire une réunion de ça. Puis, tu sais, Bobby, je veux pas parler pour lui, mais je pense qu'il est pas tant intéressé à être sous le projecteur encore, là, tu sais, ça. Puis peut-être que Jonathan non plus, dans le fond, là, tu sais, les autres, les deux ont un parcours puis ils ont une vie, tu sais, qui est chacun de leur bord puis et dont le hockey ne fait plus partie. Mm-hmm. Mais parce que est-ce que ça a teinté dans le sens que lui, ça l'a affecté psychologiquement, puis la perception de lui dans le monde du hockey aussi? Oui, ça c'est sûr. Ça l'a atteint psychologiquement. Pas juste, mais c'est pas tant le combat que tout le reste autour. Là. Quand je dis que la gestion était la fumée secondaire. Oui, puis je veux dire, les gars ont vraiment servi de personnages là-dedans, dans cette espèce de rivalité entre deux équipes qui étaient devenues littéralement malsaines. Là. Mais je veux dire, on oublie que ce sont des jeunes, là, quand même. Des enfants, ouais. Légalement parlant. Et malgré tout, Bobby garde un très, très bon souvenir de son passage dans le hockey junior, là, des valeurs, de l'espèce de camaraderie. Parce que je demandais si ton gars ou ta fille te demande de jouer au hockey, vas-tu dire oui? Puis il m'a dit, oui, aucun doute, là. Ça n'a pas rapport, tu sais. J'ai adoré le jouer au hockey, c'est juste que à un moment donné, il voulait plus en parler non plus, parce qu'il y a eu, tu sais, il avait donné quelques entrevues ici et là. Fait que honnêtement, j'étais touchée qu'il me dise oui. Quand je l'ai contacté cette année, on s'était pas parlé depuis ce temps-là. T'es peut-être une des personnes, tu sais, à qui il peut le plus dire oui, parce que t'étais la journaliste locale de l'époque. Ben, il m'a dit il aurait pas dit oui à n'importe qui. Mais je pense que c'est ça, c'est qu'il fallait avoir un peu un point de vue différent de juste l'espèce de cirque médiatique qui en a découlé, parce que, comme je te disais, tu sais, moi, je les connaissais maintenant, les gars, fait que je me rappelle de certains joueurs qui me disaient après tout ça, je comprends pas ce qui s'est passé. J'arrive pas à comprendre. Tu sais, c'était très lourd quand même à porter. Ouais. Puis, heureusement, ça a changé, là. C'était le début des réseaux sociaux. Ouais, tranquillement, mais une chance que c'était pas aussi présent qu'aujourd'hui, parce que là, ça aurait été l'horreur. Mais tu sais, Facebook était déjà là, le clip roulait, tu sais, il y avait déjà ça, puis tout le monde avait une opinion comme pour, tu sais, pas pour contre, mais de quel côté, tu sais, Jonathan Roy et le sauvage, Bobby Nadeau aurait dû se battre. Tu sais, tout le monde était comme perdant des deux bords. Exact. Parce que c'était comme, Jonathan était l'agresseur, mais l'autre aurait dû se battre, il est bien moumoune. Tu sais, fait que c'était comme, OK, fait qu'il n'y a pas de gagnant là-dedans, tu sais, c'était que... Puis en bout de ligne, c'est du hockey junior. Exact, là, tu sais. Puis là, quand on parlait de l'évolution des batailles, puis Mario vient au podcast dans 1 ou 2 semaines, Mario Cecchini, le nouveau commissaire, qui vient d'abolir les batailles, c'est comme... Mais ça a comme commencé, j'ai l'impression, à la bataille, où là, ça a shifté dans le temps de Gilles. Ça s'est beaucoup calmé au niveau des règlements. En fait, ça a été plus sévère. Il y en a eu moins beaucoup après. Là. Oui. Ça a droppé drastiquement. Puis même à ce moment-là, il n'y en avait pas à tous les matchs. Là. Moi, j'ai pas connu justement ces années-là où les coachs, où il y avait des bagarres générales, les bancs se vidaient. Ça avait déjà beaucoup diminué, mais là, ça a comme atteint un point. Mais je pense que le fait que le match était télédiffusé puis qu'on avait des images de qualité, ça a fait toute la différence parce que le même soir, à Shawinigan, Tommy Tremblay a chargé le gardien Ryan Meyer, je pense. En tout cas, il y avait eu un autre geste disgracieux qui était beaucoup plus dangereux que la bagarre en tant que telle. Et ça a été complètement esquivé puis balayé sous le tapis. Parce que on avait les images, parce que Patrick Roy, parce qu'il y avait tous les parce que de ça, puis parce qu'il y avait aussi eu une escalade dans les années précédentes où on avait vu Richard Martel et Patrick Roy, tu sais, vraiment. Fait que ça a été très marquant parce que moi, avant de parler avec Bobby, je suis allée revoir les images puis je les avais pas regardées depuis
des années. Tu sais, je m'amuse pas à regarder des archives de hockey junior le vendredi soir chez nous. Entre deux vidéos de chat. C'est ça, tu sais. Puis, oh mon Dieu, que ça m'a replongé dans des souvenirs. Des émotions. Oui, ça m'a troublé de revoir ça. Je me disais, Puis là, je me revoyais, moi, j'étais derrière le but de Jonathan quand ça s'est arrivé. Puis, à ma droite, donc dans le coin, là, il y avait la bagarre entre les 10 gars sur la glace. Puis, Antoine Roussel était en train d'en manger une sincère. Max Lacroix était à genoux sur lui, là. Puis c'était, là, tu sais, il était en train de se faire casser la gueule. Vraiment, tu sais. La revanche, c'est qu'il y a eu une carrière dans oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, l'attention était, oui, sur le gardien parce qu'on le voyait partir, mais en même temps, il se passait tellement de choses dans le coin. Il se passait, puis là, ça criait, ça hurlait, ça... Tu sais, il y avait beaucoup de choses, là. Fait que là, ça m'a replongé là-dedans. Puis j'étais contente de voir que Bobby, tu sais, on a vraiment eu une belle discussion. C'était le fun de le retrouver aussi, puis de voir que, tu sais, mon Dieu, il était pas tombé dans la déchéance. Ouais. Après la pause, il sombre dans la drogue, là. Bon, il fait beaucoup plus d'argent que s'il était dans la Ligue américaine. Oui, c'est ça, oui, exact. Mais je peux comprendre qu'à ce moment-là, quand t'es encore à 18-19 ans, ton rêve, c'est encore de percer dans le hockey professionnel. Puis ce qui l'avait beaucoup atteint aussi, c'est sa famille. Parce que là, les journalistes appelaient chez lui, il voulait interroger ses parents, ça, tu sais. Fait que c'était beaucoup, c'était beaucoup à gérer pour un jeune. C'était chargé. Oui, c'est ça. C'était très chargé. Voilà. Puis, mais c'était une autre époque, puis le fait que les batailles, c'est comme officiellement terminé dans le junior, c'est comme un cycle qui se boucle, qui a comme, tu sais, je sens que le déclin a commencé justement à ce moment-là. On verra où ça va mener, là, mais c'est que c'était très, c'était très narratif, là, tu sais, Patrick debout sur le banc, le scientifique Patrick qui avait sa propre bataille avec Mike Vernon, là, qui avait c'est comme c'était à ton tour, mon gars. Il y a quelque chose, il y avait comme trop de niveau. Tu sais, on parlait de Slapshot là-dedans, là, c'était une scène qui était digne de ça. Puis, tu sais, même après ça, dans les années qui ont suivi, moi, après ça, j'ai continué dans le junior, puis je me rappelle d'une bagarre entre Bécomo et Boisbriand. Le match est terminé, c'est en série. Joël Bouchard, Éric Veilleux, les entraîneurs, puis les bancs se vident à la fin du match. Nous, on arrive pour embarquer sur la glace, faire une entrevue. Ça, c'est en quelle année? Oh mon Dieu, il faudrait qu'on regarde là, les mais ça années. Fait pas si longtemps. Non, mais sauf que la différence, c'est que les entraîneurs ont embarqué sur la glace puis ils ont séparé les joueurs. Ah, OK, c'est ça. On n'aurait jamais vu ça en 2008, tu sais. Ouais. Là, les entraîneurs se sont regardés puis on dit on peut pas le laisser. Puis là, on est en pleine série, les gardiens se battent. Hey, tout le monde se bat, tu veux pas, arrêtez, tu veux pas. Arrêtez. Fait que c'est vraiment ça qui est arrivé. Pas de Timbit pour personne. Ouais, si vous les entraîneurs de l'Armada ont été les premiers à embarquer sur la glace. Après ça, il y a du staff de Bécomo qui a suivi. Mais ils sont allés séparer les joueurs parce que les arbitres en avaient plein les bras. Je comprends. Puis là, moi, je me rappelle, parce que je venais d'embarquer sur la glace, on marchait, parce qu'on avait, je sais pas si je me rappelle pas si le match était à TVA ou à ma TV, mais on devait faire une entrevue d'après-match sur la glace, comme d'habitude. Puis quand ça s'est mis tu sais, comme quand les bancs se sont vidés, on a reculé, parce que là, c'était pas le temps d'être là. Puis là, je me disais, oh non, pas encore. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Fait que tu vois, j'ai arrêté de couvrir le junior en 2016, fait que c'était, tu sais, 2014, 2015, 2016, je me rappelle pas, mais ouais, fait que déjà là, ça avait évolué, puis là, tu vois, on arrive finalement à cette abolition-là des bagarres. Pour l'instant, au Québec, on verra pour le reste de la Ligue canadienne, puis qu'est-ce qui arrivera éventuellement dans le pro si ça arrive, là. Ouais. Mais oui, il y a eu définitivement une évolution. Il est encore en vie, Richard Martel? Ben oui, il est député fédéral. Oui, pour le Parti conservateur. Parce qu'il me semble qu'il y a OK, c'est ça. Parce qu'il y a un coach junior qui est décédé il y a pas longtemps, puis j'étais comme, c'est lequel? Mais c'était pas Richard. Je me souviens que c'était présentant politique. Oui. Antoine Roussel, qui s'est enfargé les pieds au Saguenay et qui est resté. Oui. Ils sont érablières. Exact. Puis il collabore souvent dans les médias maintenant, puis avec toute sa personnalité. Puis, tu sais, Antoine, il a toujours été comme ça, là. Moi, chaque fois que je l'entends en entrevue, j'entends Antoine quand je l'ai connu, qui avait 18 ans. Il n'y a rien que j'aime plus qu'un accent français mélangé du québécois. Ah ouais, là, si il a écrit ça, je vais te dire un truc là, tu sais, moi. Il est parfait. Tu l'imites bien, c'est comme bon. Les vagues entre les deux accents. Ouais. Mais lui, il est venu au podcast, évidemment. J'allais dire évidemment, tout le monde sont venus à 200 épisodes, mais lui, il était venu devant public au ZooFest, ce qui est rare qu'on fait des épisodes devant public. Il était encore avec Dallas à l'époque. Ouais. Puis c'est vraiment, tu sais, comme le classique des Français qui viennent au Québec puis qui disent « Ah, c'est génial, je vais venir au Canada. » Puis ils se disent ça, puis t'es comme « Oui, on s'en verra jamais. » Mais ses parents, ils ont actually fait le move de déménager la famille pour faire un bed and breakfast à Tremblant. Exact. Quelque chose comme ça. Ouais. Puis t'es comme « Mais non, mais ça arrive jamais. » Mais eux, ils l'ont vraiment fait. Puis lui, il est venu ici, il est arrivé ici justement adolescent, là, je pense 14, 15, 16 ans. Puis
il était content de jouer au hockey. Le calibre était bien plus élevé ici. Ben oui. Puis sa sœur était enragée. Je veux pas déménager au Canada. J'ai des amis, tout ça. Puis on déménage. Puis lui, c'est comme une histoire de gars qui jouait, 2C. Puis puis il s'est accroché, tu sais. ah oui, ça n'a pas de sens, c'était son histoire. Ben, moi, je me rappelle de lui, là, junior, c'était pas le meilleur, mais c'était celui qui travaillait le plus fort. Mm-hmm. Puis ça aussi, c'est un bel exemple pour des jeunes parce qu'il a quand même réussi à avoir une très belle carrière professionnelle, mais il s'est accroché puis il a travaillé. Vraiment. Vraiment, c'était un guerrier chaque fois qu'il se présentait sur la glace là, pour les entraînements, pour les matchs. Il a vraiment, il a défié les pronostics parce qu'il y a beaucoup de gens qui le voyaient pas percer dans la Ligue nationale. C'est la preuve. Mais il y en a plein là, des histoires comme ça, mais qu'il y a pas juste un chemin. Là, que si t'es pas repêché, c'est pas grave là, ça. Si tu travailles fort puis que t'es prêt à mettre les efforts, le temps, l'énergie, ça se peut que ça arrive pas, mais ça se peut que ça arrive aussi. Lui, il est vraiment, puis je pense que son corps l'a lâché à la fin de la Ligue nationale parce qu'il jouait un style tellement bloqué des tirs avec sa face, mais il a quand même il a eu des super belles carrières. Il y a eu des bonnes saisons aussi offensives quand même. Là. Étonnamment, si les gens vont retourner voir, il y avait des saisons de plus que 30 points, puis il était vraiment... C'est un bon joueur, tu sais. Oui, absolument. Pour un gars que Richard avait amené, puis le monde dit c'est ton Français qui joue 2B, c'est quoi le rapport là, dans le junior? Antoine Roussel. Exact. Fait que toi, t'étais au Saguenay, c'est drôle parce qu'en plus, t'as dit ma TV. Oui, tu m'as rappelé. Qui était Vox à l'époque. Ben oui, Vox. Parce que quand tu ouvrais la télé, puis t'avais Vidéotron, ça ouvrait sur Vox. Exact. Puis c'est drôle parce que le lien entre humour et hockey, mais les deux émissions les plus écoutées à Vox étaient Le Junior et En route, par mon premier gala. Oui. Puis qui était comme un peu un parallèle, parce que l'Orgue Junior... puis c'est vrai, vu comme ça. En route, c'était un peu le junior des humoristes qui émettait un peu... C'est la première fois, des fois, que des gens pouvaient te voir. C'est vrai. Parce qu'il n'y avait pas de captation de télé, tu faisais pas de gala, tu n'étais pas assez connu, blablabla. Puis après, c'est devenu ma TV. Fait que quand tu m'as rappelé ça me rappelait des souvenirs d'En route. Mais tout ça pour ça, fait que tu as appris, tu t'es fait les dents au Saguenay. Oui. Tes cuisses ont fermé. Oui. Ça, c'est quand ils se sont fait acheter, là, je me souviens. Par Renstar à l'époque. Oui, avant que ça devienne nouveau. Oui, exact. Fait que tu vois, je pense que ça a fermé, pour ce qui est du Saguenay, peut-être août 2008. Donc, l'été suivant. Déjà? Oui, ça a pas été long. 15 ans. Puis après ça, je suis restée au Saguenay parce que mes contacts étaient là. J'ai fait un peu de radio. T'avais-tu peur? Est-ce que ton but, c'était de rester au Saguenay puis de t'installer ou t'avais peur que ça se soit dur de revenir en ville si tes contacts sont en région? Non, je voulais pas m'installer au Saguenay, quoique j'ai beaucoup aimé. Mm-hmm. Tu sais, mon passage là-bas, mais tu sais, moi, j'étais une fille de Montréal, puis j'ai toujours eu dans l'idée de revenir chez moi. Puis après ça, ben, tu sais, c'est ça, les petits contrats se sont enchaînés. Je faisais de la pige, j'ai rencontré les gens justement de ma TV, Vox, qui venaient faire des matchs. J'ai commencé à faire des petits reportages ici et là. Puis là, ben, j'ai déménagé à Québec parce que là, j'avais des contrats à Québec à la pige, donc à la radio FM 93, avec ma TV, avec RDS. J'ai été correspondante à Québec pour RDS. Puis après ça, je suis repartie au Saguenay parce qu'on m'a offert une permanence au Sport Radio-Canada. J'ai pas aimé ça, je suis restée 8 mois. Puis je suis retournée à Québec faire de la pige. Puis après ça, là, j'ai signé mon premier contrat radio avec l'FM 93. Mais tout ça, c'était soit en sport ou soit que c'était Nouvelle Générale. Puis je réussissais à avoir une sideline de sport. Mais j'ai beaucoup bougé, là. C'est parce qu'on a parlé, comment t'es arrivé un peu au hockey, je veux pas dire pas par hasard, mais par accident. Je dirais pas, concours de circonstances. Exact, voilà. Puis, mais ma question, c'était le sport. Toi, est-ce que tu voulais être journaliste sportive à la base ou t'es comme non, je vais être juste journaliste, mais t'es arrivé au sport ou t'étais une passionnée de sport? Comment t'étais? Moi, j'ai toujours aimé le sport. Est-ce que t'étais une sportive, toi? Oui. J'ai joué 13 ans à la ringuette quand j'étais jeune. Yes! Ouais. La fameuse ligne de ringuette. La fameuse ligne de ringuette. Ben, dans le temps, il n'y avait pas de hockey féminin. C'est vrai. Alors, t'aurais voulu jouer au hockey féminin? J'aurais vraiment voulu jouer au hockey féminin. En fait, je voulais jouer au hockey. Moi, je viens pas d'une famille de sportifs, mais pas du tout. Personne chez moi fait du sport, pas de façon régulière, puis personne n'en regarde. Ça, absolument aucun. Je sais pas pourquoi, là, qu'est-ce qui s'est passé dans le mélange quand je suis arrivée, mais voilà. Et donc, il y a une journée où j'ai dit à ma mère, je veux faire ça. Elle m'avait amené patiner à l'aréna, puis j'ai vu du hockey, puis j'ai dit, je veux faire ça. J'avais devoir 4 ans à l'époque. Donc, ma mère, elle a appelé à l'aréna, puis elle a dit, ma fille veut jouer au hockey, puis elle s'est fait dire, les filles, ça joue pas au hockey, ça joue à la ringuette. Et comme
elle ne connaissait pas ça. Elle a pas dit, comment ça, ma fille peut pas jouer au hockey? Elle a dit, d'accord, je vais l'inscrire à la Ringuette, ce qui était parfait parce que j'ai eu des super belles années. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Mais j'ai joué 13 ans à la Ringuette. J'ai joué à balle-molle. Je disais, je me tenais avec les gars, je jouais au baseball, je jouais au hockey dans la rue. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Puis encore aujourd'hui, je m'entraîne, je fais du hiking. Tu sais, j'ai besoin de bouger. J'ai besoin de l'endorphine dans le cerveau, là. J'ai besoin, ça fait partie intégrante de ma vie. Donc, j'ai toujours aimé ça, mais j'ai jamais pensé que je pouvais devenir journaliste sportif. Jamais. Même au début de carrière, je me suis dit, ça durera pas. Ça peut pas durer. Avec le recul, je me rends compte que c'est vraiment ça que je voulais faire, mais je me disais, ça peut pas durer. Parce que moi, dans le fond, là, même le journaliste, c'est un concours de circonstances. Je voulais rentrer en relations publiques à l'UQAM, puis j'ai été refusée. Puis mon deuxième choix, c'était journaliste, puis ils m'ont accepté. Je me suis dit, un bac en com pour un bac en com, je m'arrangerais bien en bout de ligne. Ouais. J'étais à l'école, puis ça va faire. Puis, évidemment, il y avait quand même beaucoup de monde qui voulait devenir journaliste sportif, beaucoup de gars. Fait que moi, j'ai fait ma spécialisation en économie. Tu sais, ça n'a pas rapport, là. Puis quand je suis sortie, mais là, c'est ça, puis là, j'ai eu 110, puis là, je me disais, peut-être que, puis là, ben là, OK, puis mais en même temps, le journaliste général m'a vraiment bien servi parce que ça m'a permis de gagner ma vie, ça m'a permis de prendre beaucoup de millage d'antennes à la radio, à la télé. Tu sais, dans ce milieu-là, c'est comme en humour, plus t'en fais, meilleur tu deviens, tu trouves ta couleur, tu trouves ton énergie, tu deviens quelqu'un, tu te forges une identité au travers de ton métier, mais si t'en fais pas, puis même quand la pandémie est arrivée, puis que RDS s'est retrouvé, tu sais, moi, à ce moment-là, j'étais aux nouvelles encore, là, à la radio, puis je faisais du RDS. Ben, si j'avais juste eu RDS, je perdais ma job, tu sais. Parce que je faisais un peu comme de la pige, si tu veux, pour RDS. C'est un peu complexe, mais donc, après ça, moi, pendant la pandémie, j'ai jamais arrêté de travailler, au contraire, parce que j'étais aux nouvelles générales. Puis là, je fais un long détour par les nouvelles générales, là, mais, tu sais, à part le moment où j'ai travaillé pour TVA Sport, puis que là, j'étais à temps plein dans le sport, c'est maintenant là, que je suis à temps plein dans le sport, puis si je peux ne jamais retourner aux nouvelles générales, je vais être particulièrement heureuse. En fait, si je peux prendre ma retraite à RDS, là, je vais être 100% heureuse. Tu sais, là, moi, je me vois là pour le reste de ma carrière, mais en même temps, j'ai toujours ça, là, cette espèce de plan B, là, ou, tu sais, cette espèce de capacité de pouvoir couvrir un budget fédéral. Puis là, il faut comprendre là, que de façon géographiquement parlant, à Montréal, les studios de RDS puis les studios de radio sont littéralement de chaque côté de la rue Papineau, OK? Ouais. Fait que là, dans le jour, pendant un temps, je faisais justement là des nouvelles générales puis je pouvais couvrir le budget ou des élections. Puis là, le soir, je traversais la rue avec ma housse puis mon sac à lunch puis j'allais faire une game des sénateurs. Fait que j'ai quand même cette capacité-là, cette polyvalence-là qui m'a bien servi de pouvoir parler d'un paquet de trucs puis de pouvoir être intéressant à un paquet de trucs puis en même temps, ça met le sport en perspective dans la société en général. Quand est arrivé le scandale de Hockey Canada, tu sais, moi, je tombais pas des nues, là. Tu sais, je connais le milieu du sport, je le sais c'est quoi. Puis après ça, ben je connais, tu sais, le MeToo, je l'ai vécu de l'autre côté de la médaille avec les nouvelles générales. Fait que tu sais, tout ça se place. Alors que quand t'as juste le point de vue sur le sport, des fois, tu perds un peu la perspective sur le reste du monde. Donc, cette polyvalence-là, elle m'a vraiment bien servi. Mais à la base, ça a toujours été le sport qui a été mon dada parce que sinon, j'aurais pas fait de la radio à Québec le matin en co-animation dans une radio talk. C'est très exigeant, ne serait-ce que pour l'horaire, mais aussi le beat. Puis après ça, sauter dans mon char le vendredi soir pour aller faire un match, puis le samedi faire un autre match, puis le dimanche revenir chez nous, mourir sur mon divan, puis recommencer le lundi. Tu sais, faut vraiment que t'aies envie de le faire, mais je pense que je m'en rendais pas compte à un certain moment donné de ma carrière à quel point je voulais que ça fonctionne. Mm-hmm. Là, je me vois pas faire autre chose, mais ça a été un développement. Tout ça, c'est placé. Tout ça est un concours de circonstances. C'est comme si c'est en faisant que tu découvres un peu qui t'es puis qu'est-ce que t'aimes, tu sais. Parce que si t'étais juste resté assez bon, qu'est-ce que je veux? Ben, c'est plus que en faisant des choses, ça amenait à d'autres choses. Puis en faisant, t'as fait, ça, j'aime ça. Puis c'est un milieu où c'est qui tu connais aussi. Donc, plus tu travailles, plus tu rencontres des gens, plus t'as des opportunités qui s'ouvrent, t'as des portes qui s'ouvrent. Puis c'est là aussi que t'as tes échecs, t'as tes réussites, tu recules, tu réavances, tu te lèves à 3 heures du matin, t'arrêtes, t'es à la pige, tu prends des contrats, t'as plus de contrats, t'en reprends d'autres. Tu sais, tout ça, ça fait partie de l'apprentissage. Puis probablement que tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je savoure tellement à 1000% le fait d'être à temps plein à RDS puis de ne faire que du sport, de ne faire que du hockey puis de la NFL parce que c'est ça mes deux créneaux. Ça je le savoure là tous les jours qui passent puis en même temps ben tu
Tu sais, la radio à Énergie, c'est tellement un beau cadeau parce que moi, j'aime faire de la radio. C'est tellement facile de faire de la radio comparativement à de la télé au niveau de la légèreté du média. Là. C'est comme, regarde, aujourd'hui, on fait un podcast, 2 micros, puis on est parti. T'es arrivé 3 minutes avant, on a commencé. Ouais. Alors que la télé, c'est beaucoup plus lourd au niveau de la mécanique. Puis en plus, Énergie, là, c'est la seule chose que je fais qui n'a pas rapport avec le sport. Puis ça me permet d'exploiter un côté de mon cerveau que j'ai l'impression qu'il travaille pas pendant la saison parce que j'écris des quiz, j'écris des jeux, je travaille avec des humoristes, c'est un autre univers complètement que l'univers de sport. J'apprends encore. J'évolue encore au travers de ça, puis ça me fait triper. Là. Qu'est-ce que... Est-ce que là, tu dis que tu avec des humoristes, dans le fond, c'était avec Simon Delille? Simon Delille, Patrick Groux cette année. Mais tu sais, sinon, j'ai travaillé avec Laurent Paquin, avec Mario Tessier, avec Peter McLeod. C'est quoi la différence entre travailler avec des humoristes et travailler avec des anciens joueurs? Puis, ou en tout cas, des journalistes / personnes? Ben, tu sais, je suis peut-être plus dans ma zone de confort quand je travaille avec des gens de hockey parce qu'on parle le même langage. Puis, tu sais, puis j'apprends avec eux, tu sais, à tous les jours aussi parce qu'ils m'apprennent des choses sur le hockey puis je les écoute beaucoup. Puis, tu sais, dans ce milieu-là, tout le monde est un peu une bébite, là. J'en suis une, moi aussi, j'en suis très consciente, là. Tout le monde a son caractère, mais, tu sais, l'espèce de côté créatif des humoristes, c'est pas quelque chose c'est pas un univers que je connaissais. Mm-hmm. L'univers artistique, tu sais, moi, dans tout ce que j'ai fait, j'ai jamais fait de nouvelle artistique. Ça, c'est une chose que j'ai jamais faite. Je peux pas dire que ça m'intéresse d'en faire non plus, mais il faut jamais dire jamais. Mais donc, c'est pas un univers que je connaissais. Donc, tout le côté créatif, puis chaque humoriste a son style. Chaque humoriste a ses forces. Il y en a qui sont ultra bons, tu sais, dans les trucs qui vont être scriptés. Il y en a d'autres qui sont très, très bons dans l'improvisation. Tu sais, t'as Laurent Paquin qui peut être tellement cérébral puis en même temps tellement cave. Tu sais, je veux dire, donc tu développes des personnalités. Mario Tessier, tu sais, pour moi, c'était les grandes gueules, Mario, là. Les personnages, l'espèce d'univers. Patrick Groux, là, je sais pas comment ça marche dans sa tête. je comprends pas comment ça tourne. Je suis pas capable de figurer, mais il y a une espèce, son monde à lui, il est fascinant. Puis après ça, ben, t'as Simon Delille on the side, qui est un gars ultra, ultra brillant, puis en même temps, tellement épais, là. Donc, tu sais, c'est tout ça, l'espèce de c'est une dichotomie qu'on dit quand ouais, pour dire à quel point on est complètement ailleurs, puis ça me fascine. Parce que je te demandais, parce que moi, ben là, je reviens du draft à Nashville, oui. Justement, tu avec le podcast, puis bon, moi, évidemment, c'est un truc que je fais à côté, fait que moi, je suis comme avec des humoristes à l'inverse la plupart du temps, puis après ça, j'ai comme une immersion dans le monde du hockey, puis j'étais beaucoup avec les gars sur le beat, là, tu sais, avec les Alex Gascon, les Chaumont, NHL.com, Guillaume Lepage, toute la gang, puis juste tout l'univers du hockey, tu sais, en général. Puis une affaire qui me fascinait toujours, c'est à quel point, tu sais, le hockey, c'est vraiment un autre ton, là, tu sais. Puis c'est comme un autre univers, puis c'est très conservateur aussi. Oui. Puis, tu sais, je parlais de ça justement avec Frédéric Roy, justement, en fin de semaine dernière, puis qui me disait que comme... parce que lui, bon, sa famille est comme plus des percés dans le monde artistique, tout ça, puis il était comme, le hockey, c'est tellement, tellement straight. Il dit, genre, j'arrivais avec un suit un peu différent à une game de hockey, puis les leaders étaient comme, genre, qu'est-ce que tu fais avec un suit de même? Puis j'étais genre, ouais, c'est ça, genre, puis des fois, le monde, quand ils sont comme, tu sais, t'as un podcast de hockey, vous faites un peu de trucs, tu ferais-tu ça à temps plein? Puis j'étais comme, non, c'est comme une autre affaire, là. C'est complètement différent. D'abord, c'est sacré, le hockey au Québec. Donc, tu peux pas trop brasser la cage. Okay, c'est sacré, c'est important, puis c'est correct aussi. C'est très conservateur. Puis là, ça attend. Mais t'as juste à le voir aussi, la différence entre les différentes ligues professionnelles, là, parce que, par exemple, tu me parles du saut de Fred Roy, là. Regarde comment les joueurs de basket peuvent arriver, comment les joueurs de foot peuvent arriver habillés différemment, puis ça fait partie de ce qui circule sur les réseaux sociaux avant les matchs, mettons, le dimanche de foot, là. Un tel est arrivé habillé comme ça, puis là, tout le monde tripe. Au hockey, ça commence tranquillement à se décoincer. Tu sais, je pense à Austin Matthews, entre autres, là, qui... Lui, il déroge des codes habituels. Piqué, tu sais, le fameux saut de cravate, tout ça. Il y a des équipes, tranquillement, pas vite, qui délaissent le saut de cravate, les journées de voyagement, tu sais. Ça commence à se décoincer tranquillement, mais c'est vrai que c'est un sport qui est encore très uniforme, homogène, blanc, gars, tu sais, c'est... Hétérosexuel. Là, hétérosexuel, tu sais, tout ça. Mais ça commence tranquillement à se décoincer. Tu sais, là aussi, il y a une évolution. Alors que l'humour, c'est totalement l'inverse. Il faut que tu ressortes du lot. Je veux dire, il y a tellement de gens qui veulent faire de l'humour que si tu veux comme vendre des billets puis créer quelque chose, faut que tu le sais plus que moi, là, faut que tu ressortes du lot à ta façon, avec ta couleur, encore là, c'est qu'on disait, ta couleur, ton énergie, ta façon de faire. Puis l'humour a différents publics aussi. Ton public, c'est pas nécessairement le même qui va aller voir. Je vais nommer les gars avec qui je travaille, mais tu sais, Laurent Paquin, Patrick Groux, Simon Delille.
Puis moi, en tout cas, j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas du tout, ne serait-ce que le nombre de personnes que ça prend pour travailler sur un show. Tu sais, les scripteurs. Je pense à Simon parce que je suis allée voir Laurent en rodage au bordel cette année avec des gens d'énergie. On s'est dit, tiens, on va y aller, ça va nous permettre de se voir puis de prendre un verre ensemble. Puis Simon travaillait sur les textes, puis il était avec nous dans la salle, mais je le voyais prendre des notes, je le voyais, tu sais, mimer les phrases que Laurent allait dire parce qu'il connaissait les répliques. Moi, je trouve ça fascinant parce que, tu sais, à la base, être journaliste, faut avoir la plus grande quantité de connaissances générales possible. Selon moi, faut que tu restes allumé sur tout ce qui se passe. Fait que moi, quand j'arrive dans quelque chose puis que je peux apprendre, là, tu sais, je suis comme l'amie fatigante. Si mettons là, que tu me présentes quelqu'un qui est dans un univers que je connais pas du tout, là, faut que je me retienne parce que je le bombarderais de questions. Il fait de l'excavation. Ouais, tu peux m'en parler pendant 1 heure, je serais pas tannée parce que c'est un univers que je connais pas. Donc, j'aime ça. Fait que là, avec les humoristes, ben, j'ai de la matière. Puis en plus, ils me permettent de créer. Puis j'ai quand même une bonne répartie dans la vie. Puis ils me permettent de jouer dans leur carré de sable. C'est, tu sais, quel beau privilège, là. Moi, quand je ris beaucoup, je suis un excellent public, là. Donc, je ris énormément, puis je ris de bon cœur. Les gens qui écoutent le show le savent. Je peux pas forcer mon rire parce que ça n'aurait pas de bon sens. Puis des fois, je les fais rire. Ben, souvent même, là. Quand je leur réponds, j'ai une bonne répartie, puis je me dis « Oh mon Dieu, quel beau privilège! » J'ai fait rire, tu sais, Laurent Paquin, ou j'ai fait rire Mario Tessier. C'est extraordinaire, pour vrai. C'est qui les gars ou ou filles à qui tu travailles à RDS qui sont les plus drôles? Les plus drôles? François-Étienne Corbin, il est capable d'être totalement loufoque, là, puis c'est les gens qui regardent pas mal RDS le savent, là, il est capable de faire des jokes en ondes. François-Étienne, il se prend pas au sérieux du tout, puis c'est extraordinaire. Tu parlais des gars du beat, Luc G puis Pat Friolet, on a beaucoup de plaisir. Luc Gélina s'en vient tantôt. Ah oui? Tantôt, cet après-midi, genre 1 heure après toi. C'est vrai? Je vais l'attendre. C'est ça, j'allais arriver à en faire à deux. Y a-tu des trucs avec Luc? Parce que Luc, il y a 1000 affaires à y parler. Là. J'ai déjà trop d'informations, mais y a-tu des trucs qui étaient comme faut absolument que tu demandes à Luc? Ben, demande à Luc combien de bières de microbrasserie il peut essayer dans une année. Allez stalker son compte Instagram, là. Un homme de houblon, c'est Luc. Oui. Demande-lui combien de bières il peut essayer. Je le traite pas tout long en disant ça, je sais juste qu'il aime ça parce qu'il met toutes les bières qu'il boit sur Instagram. Je ris parce que c'est pas ça à quoi je m'attendais de Luc. Ah, qu'est-ce que tu voulais savoir? Non, dans le sens que je m'attendais pas à ce que ce soit un fan de microbrasserie. Ouais. Quand tu me dis ça, j'étais comme, je pensais, genre, un truc que j'imaginais pas boire tant que ça des micros. Je sais pas pourquoi. Il en met plein sur son Instagram puis il aime aller voir des shows, là. Ça aussi, il aime ça. Ah ouais? Des shows de? Entre autres des shows traditionnels de musique, mais ça bûche un peu c'est ce qu'il écoute là. Il m'avait proposé des billets pour aller voir un show, j'ai pas pu y aller finalement, puis je me rappelle pas du band, puis ça bûchait un peu là. Genre comme, rock, métal. Ouais, un peu, mais traditionnel, tu sais, comme québécois. Du trad, trash, tout ça m'intrigue. Si il en parlera, demande-y quel billet il a voulu me donner pour le magasin général. Puis j'ai pas pu y aller. OK. Les charbonniers d'enfer, mais genre... Ce genre de choses-là, je connais pas ça. Okay. Mais ouais. Luc est capable d'être de party, là. Fait que Luc est très drôle. Dit que c'était un schnappant. Ouais. La gang du beat, là, tous les noms que t'as nommés tantôt, là, sont assez capables. C'est des malcommodes. C'est une belle gang. C'est tous des bons gars. C'est le fun de travailler avec eux. C'est drôle parce qu'on dirait que on dirait que je rentrais pour quelques jours à Nashville dans une gang d'ados, une gang d'amis d'ados. C'est bien résumé. Pendant comme 4 jours, puis ils étaient comme, puis en plus à Nashville, tu sais, évidemment, Nashville, c'est les honky-tonks. En plus. Y a pas, c'est comme la ville. C'est comme plus le fun que Buffalo, mettons. Ben, Buffalo, c'est l'exemple qui, apparemment, est comme la ville la plus terrible, apparemment. Que tous les joueurs sont comme jamais. En même temps, je pense que la qualité de vie peut quand même être bonne là-bas, là, mais... Tous ceux qui ont des familles aiment ça, parce qu'ils retournent, tu sais, les Craig Rivet, Martin Biron, ça, ils disent c'est super, mais c'est pas jeune et party. Non. Pour les jeunes de 22 qui veulent dépenser. Non, puis moi, j'aime beaucoup marcher dans les villes quand j'y vais. Puis là, j'y suis retournée pour le combine de la LNH il y a pas longtemps. Fait que c'est peut-être pour ça que c'est le premier exemple qui me vient en tête, là. Puis j'étais allée marcher, puis j'étais comme, il y a rien à voir. Il y a le bord de l'eau, ça, c'est beau. Mais sinon, pour le reste... Gris. Ouais, c'est gris, c'est béton. Il y a le charme des vieux buildings, là. Mais sinon, non. T'as-tu mangé des wings? Ben, pas la dernière fois que je suis allée. Mais je suis allée au Anchor Bar, qui est supposé être la place où ils disent qu'ils ont inventé les ailes de poulet. L'année du draft à Buffalo, là, d'ailleurs, c'est là que... Ça fait une couple d'années, ça? Ça fait quelques années. Moi, j'ai eu quelques années où j'ai pris des vacances à chaque année pour aller au repêchage parce que c'était les joueurs juniors que je couvrais qui étaient repêchés. Donc, je me faisais vraiment un point d'honneur d'y aller à chaque année. New Jersey, Buffalo, Dallas. T'es allé au draft travailler
Pas travailler. OK. J'étais en vacances. Okay, j'allais m'asseoir dans l'aréna, j'allais regarder les gars être repêchés, j'allais profiter des festivités du draft, mais je ne travaillais pas. OK, je pensais que tu allais travailler sur tes vacances. J'étais comme, OK, t'as le couteau entre les dents. Non, mais il faut quand même vouloir prendre des vacances, des congés pour aller à New Jersey, à Buffalo. Oui, non, absolument. Je suis allée à Dallas, il me semble qu'il m'en manque un. Mais en tout cas, évidemment, à Montréal, l'année passée, je travaillais, là, mais... Nashville, t'étais pas là cette année? Nashville, je n'étais pas là cette année. Quand tu y es, c'est tout le temps par plaisir? Au draft? Ouais, c'est ça. Sauf Montréal, là, je travaillais. Puis là, on va voir les prochaines années. Si RDS veut que je travaille au draft, je vais travailler au draft. Mais là, j'ai un peu ralenti là-dessus parce que je suis plus le junior. Donc, je connais moins les joueurs, veux pas, là, j'ai plus le temps de suivre le junior comme j'ai suivi avant, quoique je garde quand même un œil là, sur la ligue. Mais, fait que là, ça a pas le même aura pour moi que de voir Pierre-Luc Dubois être repêché, mettons. Puis que je le connais, puis que je connais sa famille. Éric, son père. Éric, son père, qui coachait dans le junior quand moi j'ai commencé. Ben oui. Il était à Bécomo. Est-ce que tu as vu le documentaire dans lequel il apparaît? Bien sûr. Junior. Junior. Ben oui. Le ONF. Oui, ça n'a pas été un moment édifiant pour la JMQ. Ça n'a pas été un beau chapitre, ça non plus. J'ai reçu Gilles Courteau l'année passée, avant qu'il démissionne, puis avant qu'il se passe tout ce qui se passe. Puis j'avais dit, raconte-moi, tu sais, parce que j'avais aussi reçu les réalisateurs qui ont fait le film. Parce que c'était un gars et une fille qui étaient un couple à l'époque, qui avait déménagé à Bécomo pour une année. Puis eux, il y avait eu champ libre, il y avait eu carte blanche, tout accès illimité, tout ça. Fait que le Gilles était comme yes, tu sais. Puis quand le film est sorti, puis j'ai dit à Gilles, puis à la première, qu'est-ce que t'as dit? Puis il était je peux pas répéter ce que j'ai dit. La première, mais c'était pas beau, là, tu sais. Non, c'est sûr. Lui, c'était pas ça qui s'était fait vendre. Fait que lui, il était comme. Mais eux, je pense qu'ils ont fait aussi un film sur ce qu'ils ont vu, tu sais, puis langue qu'ils ont choisi. Ah oui, c'est ça. C'est toujours subjectif, hein? Exact. Mais oui, Éric était là-dedans. Éric qui est également venu au podcast. Lui qui est coach pour le Manitoba Moose. Oui. Le club école. Un homme extraordinaire. Un homme incroyable. Qui ressemble à Tony Soprano. Oui, il y a des petits airs de Tony Soprano. Mais ça faisait des années que je le pensais, puis j'y ai finalement dit cette année. Parce que je suis allée l'interviewer pour le RDS.ca, puis j'ai commencé l'entrevue comme ça. On t'a-tu déjà dit que tu ressembles à Tony Soprano? Il est parti, mais ça fait tellement longtemps que je le connais, puis il est tellement fin. Tellement fin. Il a dit oui. Il veut pas dire non, là. C'est impossible. Tony Soprano, Éric Dubois. Je suis désolée, là, mais moi, je ne vois que ça. Je pense qu'Éric est plus mince que Tony Soprano. Ouais, quand même. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Le petit, comme un petit symétrie faciale. Oui, absolument. Ça pourrait être un séparé à la naissance du 5 à 7. Oui. Je devrais le suggérer, d'ailleurs, je pense à ça. Ça me rappelle les séparés à la naissance dans la presse. Oui, c'est ça. De l'époque. Mais ouais, fait que, donc, c'est ça. Ça avait quand même, tu sais, pour moi, c'était spécial de vivre avec ces émotions-là avec les joueurs, avec les familles. Mm-hmm. Puis à l'inverse aussi, de vivre ça avec les gars qui repartaient sans être repêchés. Parce que ça aussi, j'ai vécu ça, des parents qui venaient me voir, qui venaient me jaser, qui étaient déçus. Ouais. Des joueurs qui étaient déçus. Puis, mais tu sais, c'est pas la fin, là, le repêchage, non. Mais c'est des beaux moments. Puis moi, j'aime ça. Tu sais, quand on travaille tout le temps dans les événements sportifs, on n'en profite pas. Ouais. Fait que quand tu travailles pas, puis que tu peux juste comme être assise là, prendre une bière en regardant un match de baseball ou en regardant un match de foot, un match de hockey ou encore, tu sais, dans un repêchage, être là puis juste t'imprégner de ça, ben, tu sais, c'est le fun. Puis en même temps, ben, ça me, tu sais, il veut pas, il y a du réseautage aussi que tu fais, mais j'ai fait ça pendant quelques années puis ça m'a permis de voir un peu comment ça se passait puis de pas travailler, parce que j'ai fait beaucoup de repêchages juniors en travaillant. Mais les repêchages de la LNH, le seul que j'ai travaillé en tant que tel, c'était à Montréal l'année passée avec RDS. Coûtait moins cher là, pour envoyer le staff. Tout le monde était là, tu sais, c'est ça qui arrive. Voilà. Est-ce que tu textais beaucoup Éric dans la saga Pierre-Luc avant que... Parce que il y avait tellement de rumeurs qui venaient à qui. Non. Je me disais... Ça leur appartient. Puis c'est aussi que, dans le fond, moi, la dernière fois que j'ai parlé avec Éric, c'était beaucoup plus pour lui parler de la dynamique familiale aussi. C'était quand même spécial que lui soit entraîneur dans la Ligue américaine, dans la même ville où son fils jouait à l'époque, tu sais. Ouais. Puis il me racontait que sa femme, avec qui il est depuis toujours, elle a de la difficulté à aller voir Pierre-Luc jouer parce qu'elle est trop nerveuse. Mm-hmm. Puis là, c'est Pierre-Luc qui disait « Man, viens me voir jouer parce qu'à un moment donné, on sera plus dans la même ville. Mm-hmm. Tu sais, on est chanceux de pouvoir vivre ça. Fait que viens à l'aréna, tu sais. Fait que non, c'est ça. Non, j'ai pas texté pendant la saga. J'ai pas, tu sais, ça leur appartient. Puis de toute façon, qu'est-ce que tu veux rajouter? C'est une business en là, ok. Puis faut toujours garder ça en tête. Après ça, ben, oui, puis ça a bien fini dans le sens que
Il a signé quoi, 7 ans, 6 ans, 8 ans? Avec les Kings, il va être bien, là. Il a signé 8 ans? Je pense que oui. Fois 8? 7 ou 8, là, je 8 et demi? Moi, je suis poche pour les chiffres, là, je vais te le dire. J'ai déjà oublié, ça fait comme 2 semaines qu'il a signé. Ça, c'est je pense que c'est pas ma hantise, mais c'est mon pire défaut en tant que journaliste sportive. Je ne retiens pas les chiffres. Tu es l'anti-Steph Leroux. Ouais, totalement. Je retiens. Faut que j'écrive tout. Les montants, les stats, sinon, je retiens pas ça. C'est drôle parce qu'il y en a souvent, tu fais comme, je me demande, c'est quoi, puis les chiffres sortent, t'es comme, cool, et je l'oublie immédiatement. T'es comme. C'est ça. Tu sais, c'est comme ce tiroir-là, mettons, là, dans mon cerveau, là, je pense qu'il est brisé. Il est lousse un peu parce que je retiens pas les chiffres puis mais les numéros non plus, mais les numéros de joueurs puis les numéros de téléphone non plus puis les adresses. Quand je suis venue ici, il fallait que je regarde 4 fois sur mon téléphone, mais je remontais la rue pour me rappeler de l'adresse. Ce tiroir-là dans ma tête, il est brisé. Je comprends. C'est parce que y a des trucs sur lesquels on est très précis puis d'autres qu'on doit laisser aller. Oui, c'est ça. Mais je vis avec là. On a tous des qualités puis c'est bien correct. Celle-là, je l'ai pas. C'est Steph Leroux qui lui garde pendant ce temps-là des coupures de journaux de 86 à aujourd'hui. Steph Leroux qui peut sortir une statistique de là 12 ans, genre la fiche d'un joueur, puis je suis comme. Oui, il y a une fois où José Théodore il avait dit en début de saison, laissez-moi tranquille, j'ai toujours des mauvais débuts de saison. Stéphane est comme, on va les vérifier. J'ai tous ces chiffres depuis qu'il y a 12 ans, puis il est allé dans ses cartables de midget 3A, puis c'est vrai, José n'a jamais eu des bons débuts de saison. Il a raison. Stéphane est comme ça. C'est fou, là. Pierre et Paul Hood sont comme ça, évidemment. Ouais, puis un autre qui me fascine, c'est François Gagnon. Là. Tu parles des cartables, puis du papier. Là. Tu demandes à François, là, c'est-tu déjà arrivé, je sais pas, là, mettons en plein milieu de saison, c'est-tu déjà arrivé qu'ils ont perdu par 2 buts à moins de 8 minutes? Je te trouve ça. Il garde toutes ses stats dans son cahier. Il y a toutes ses affaires. Fait que c'est pour ça que quand vous lisez ses textes là, sur le rds.ca, mon Dieu, j'ai donc même plugué le site web souvent depuis le début du podcast. Mais... Tu fais bien, tu places ton produit. Oui, c'est ça. Mais François, il y a toujours une manne de statistiques dans ses textes, mais c'est parce qu'il y a son fameux cartable à côté de lui, puis il compile tout. Il est-tu à temps plein RDS? Oui. Il était pas à la presse avant? Oui, avant de venir à RDS, effectivement. Ça fait combien de temps qu'il est juste à RDS? Longtemps. Oui. OK, c'est ça. Oui, ça fait plusieurs années. Là. C'est drôle parce que Pierre-Yves Roy Desmarais, qui est humoriste, et sûrement, j'allais dire, lui, j'étais un bon ami, puis je me souviens plus qu'est-ce qu'il m'a conté, mais ça m'a tellement fait rire qu'il a croisé François Gagnon dans une affaire. Puis là, lui, il a juste fait comme, c'est François Gagnon. Puis François Gagnon, il est comme marché, puis il a vu Pierre-Yves, puis il est comme, hey! Puis Pierre-Yves était comme, c'est à moi qui dit allô, genre? Puis il était comme, puis je sais pas pourquoi, puis il est allé dire allô à Pierre-Yves, puis genre, il connaissait full ses affaires, puis il tripait, puis Pierre-Yves était comme, cool, comme, je savais pas que. Ouais, mais je pense qu'il va voir des choses. François Gagnon, comme, savait que j'existais. Je serais pas surprise. Si tu me dis, il est allé voir un show de Pierre-Yves, je serais pas surprise. Et je pense, tu sais, Pierre-Yves, je pense qu'il a vendu comme au-dessus de 100 000 billets, fait que je serais zéro surpris que François... un peu grâce à toi. D'ailleurs, t'as pas gagné un Olivier, toi, avec Pierre-Yves? J'ai écrit un petit peu sur le show, mais voilà. Je ne suis qu'un grain de sel dans la mer de... Maintenant, je sais à quel point vous êtes importants, les scripteurs, vois-tu? Tout est dans tout. Non, mais c'est mon humble contribution à un gars déjà talentueux, mais je serais pas surpris que François... Pierre-Yves, qu'on a reçu à l'antichambre. Ah oui? On l'a reçu à l'antichambre, on a fait un spécial fan cette année avec Ludivine Redding, qui est une grande fan de hockey. Oui, OK, j'ai peut-être vu passer ça. Et Pierre-Yves, qui portait fièrement la grosse bague de la Coupe Stanley de Mario Tremblay, puis il voulait plus y redonner, là, tu sais. Ah oui, il avait passé... Ah oui, ça me dit de quoi, ça? J'ai vu ça. C'était parfait. Pierre-Yves, que ça, c'est qui son équipe numéro 1, hein? C'est son équipe de l'équipe de son cœur. C'est les Pingouins. Ah oui? Non, il s'en est pas vanté sur le plateau, tu vois. Ouais, c'est Montréal et Pittsburgh, mais vraiment Pittsburgh, là, d'abord, parce qu'il a l'âge où Crosby, il avait 10 ans, genre, fait que lui, on le comprend. Exact. Puis c'était l'année où il y avait le lockout, fait que Rimouski, c'était à jouer à télé. Fait que, en tout cas, fait que lui, c'est vraiment Pittsburgh. Il y a toutes les chandails de Crosby. Puis récemment, pour ma fête, j'ai fait une game avec des amis, puis j'ai invité tous mes amis qui jouent au hockey, tu sais, tout ça. Puis Max Talbot, vu que c'était sa Rive-Sud, j'ai dit, j'ai invité Max Talbot parce qu'il est sa Rive-Sud, puis il veut jouer de ça, puis j'ai invité Max, puis il est comme, puis il est venu. Max, ça en est un autre. Ben oui, un autre. Ça, c'est un autre beau personnage. Un autre vrai fin. Un autre vrai fin, un autre vrai drôle, un jaseux. Lui et Bruno, là, les deux ensemble, ils sont incroyables. Ding et dong, mais... Oui. Et puis, j'ai pas dit à Pierre-Yves que j'avais invité. Okay. Mais j'ai déjà reçu Max au podcast, puis j'avais invité Pierre-Yves à l'époque. Okay. Puis là, Pierre-Yves, il l'avait jamais rencontré. Fait que là, Pierre-Yves, il capotait bien raide, il avait fait signer son truc, puis on avait fait le podcast
ensemble. Mais c'est parce que Max, il est toujours en podcast. C'est juste que des fois, on enregistre, des fois, on n'enregistre pas, mais lui, il continue. Tout le temps. Puis là, depuis ce temps-là, je pense qu'il avait déjà vu Pierre-Yves au bordel. Il avait été voir le show à Pierre-Yves. Il avait même acheté de la merch de Pierre-Yves. Fait que là, il est venu à Game avec sa merch de Pierre-Yves. Puis même, je pense qu'il revient au Centre Bell voir le dernier show. Puis ça pour dire, moi, j'ai pas dit à personne que Max Talbot, il venait. Puis j'ai fait des équipes, puis j'ai mis Pierre-Yves sur la même ligne que Max. Fait que lui, il arrive, puis il est comme « Hey, comment ça va? » Puis je suis comme « Ça va? T'as-tu vu le line-up? » Puis il est comme « Non. » Puis il est comme « Oh! » Puis là, je vois que la lampe dans... Non, mais il était comme « Fait que c'est ma fête, dans le fond, à moi. » Oui, c'est ça. Puis il a joué avec Max, puis il a fait un tour du chapeau. Parce que Max, il a... Pour vrai, je pense qu'il a pris 0 tir de la game. Il avait aucun intérêt à prendre des tirs. Il ne faisait que chercher les passes, que chercher les coéquipiers. Puis je disais ça à mon père la veille, j'ai hâte, tu vas voir demain, Max Talbot va être là, j'ai hâte de voir la face d'une couple de personnes qui s'attendent peut-être pas à, tu sais, qui évidemment le connaissent pas. Puis mon père, il était dans les estrades derrière le banc, puis il disait c'est lequel tu disais qui a joué dans la Ligue nationale? Puis j'étais comme le seul qui a pas de visière. Oui, c'est ça. Il y a un gars qui a juste un casque avec même pas de demi-visière. C'est lui, le gars qui a joué. Il est parfait. Oui, il est parfait, Max. Il est parfait. Puis Bruno aussi, qui est tout le temps RDS. Oui, on s'entend super bien. C'est ça, ouais. On est comme tous à peu près du même âge, ou cette nouvelle génération-là qui arrive, puis j'espère qu'on va le garder vraiment, vraiment longtemps, parce que, mon Dieu, c'est le fun de travailler avec eux autres. Mais là, Max, il a un peu coaché avec Joël en Californie, mais là, je pense qu'il est revenu pour de bon, là, j'ose croire. Il a quand même 3 enfants. Puis, Oui, je pense que là, il est bien dans ce qu'il fait. Il est impliqué dans un paquet d'affaires. Puis, tu sais, je pense que... Non, je pense qu'il... je veux pas parler pour lui, mais je pense qu'il est revenu pour de bon. Je pense pas que le coaching, ce soit l'avenue qu'il le privilégie. C'est parce que ça vient avec tellement de déplacements. Sa famille a assez donné, je pense. Ça, là, les gens ont tellement pas aidé à quel point. Puis, tu sais, oui, les déplacements, mais aussi tout le travail. Moi, j'ai des très bons amis qui sont entraîneurs de hockey. Puis à quel point, tu sais, pendant la saison, tu sais, moi, je dis souvent que j'ai pas de vie, mais eux, c'est plus. Puis c'est tellement ingrat, tu sais, être coach, parce que tu signes pour être mieux congédié, tu le sais que ça va arriver, tu sais, c'est infaillible que ça va arriver, puis en même temps ils mettent tellement d'heures, tu sais, de visionnement de games, de vidéos, de stratégie, de le stress des games à toutes les fois, ils sont tellement, les coachs sont un peu comme des humoristes puis des joueurs de hockey puis des bébites, puis tu sais, ils sont aussi très 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 émotifs, très très intenses dans tout ce qu'ils font, fait que c'est un contrat coaché, tu sais, c'est pour ça que c'est pas tous les anciens joueurs qui sont de bons coachs, c'est pas tous les anciens joueurs qui sont faits pour coacher. C'est vraiment un univers en soi, puis c'est c'est une implication qui n'a aucun sens. C'est dur sur la famille, le voyagement aussi. Ah, ben oui. Là, je le voyais juste dans les... C'est juste les gars qui sont sur le beat, ils n'ont pas le glamour d'être joueur, puis ils n'ont pas nécessairement les salaires, mais tu as le même rythme de vie, tu es quand même à l'hôtel. Il me nommait des chiffres de soirs d'hôtel par année, puis j'étais comme, voyons, on parle de mois et de mois et de mois. Fait que c'est sûr que c'est super difficile. Puis, fait que non, c'est ça, ça vient avec beaucoup d'autres choses que la job. On fait notre année de travail en 10 mois, là, quand même. C'est ça qu'il faut que les gens comme voient, là. C'est, on est en congé l'été, oui, mais c'est parce que le reste de l'année, c'est tellement concentré, tu sais. Moi, dans le fond, je suis la 3e sur le beat, fait que je voyage pas comme Luc et Patrick, maintenant, peuvent voyager, ou comme Chantal à l'époque. Mais tu sais, dans le fond, moi, ce que je voyage pas, je le travaille ici parce que les sénateurs, parce que l'antichambre, parce que le football de la NFL, parce que toute autre tâche connexe, tu sais. Donc, c'est ça, c'est un calendrier qui est ultra, ultra concentré. Ça vient avec un rythme de vie qui est atypique par rapport à d'autres. Puis, je veux pas... tu sais, moi, quand je suis partie pour Buffalo, pour le Combine, c'était pas prévu, là. Je l'ai su 2 jours avant, tu sais, pack tes affaires, puis va-t'en, puis apporte-toi un saut de plus, parce que si jamais... fallait que Patrick soit nommé à New York, tu vas flyer de Buffalo à New York directement. Genre, fait que, Patrick? Ben, dans le temps, là, au moment où le combine de la LNH a eu lieu, Patrick Roy, il y avait, tu sais, ça jasait pas mal. Là. Donc, on s'est dit, hey, prends pas de chance d'un coup que, tu sais, c'est pas arrivé, mais quand même, on garde toujours ça en tête. C'est comme, non, tu travailles pas cette semaine, mais si Cole Caulfield signe, tu rentres. Ben, c'est ça. Qui a signé ce matin? Alex Newhook. C'est ça. Fait que c'est ça, tu sais, là, cet été, moi, je suis pas là, mais il reste que ça vient aussi avec un horaire qui peut changer. Pas à tout moment, là, on est quand même bien organisé. Mais si tu vas avec ce qu'il y a, tu sais, si le coach est congédié, t'es en congé, ben, t'es plus en congé, ma belle, là. Puis en même temps, tu veux être là. C'est pas, tu sais, c'est un privilège, la job qu'on a. On est chanceux de la faire, on le sait. On sait qu'on leur rend bien aussi. Mais ça reste que ça vient avec des horaires si tu veux faire du 9 à 5, embarque pas là-dedans, là. Ça fonctionne pas.
soit comme Bobby Milano, dentiste. Voilà, exactement. Je me souviens de la journée où Piqué s'est fait échanger, c'était comme... La terre a tremblé. Genre, JC, on est en direct pour 8 heures! Puis c'était comme, t'es pas en vacances, mais là, c'est tout... Non, là, c'est une autre affaire. T'as parlé tantôt, justement, les gens sur le beat, Chantal qui était là, qui vient de sauter la clôture. Ouais. Est-ce que, parle-moi un peu parce que je sais pas aussi, moi, j'ai pas vécu de ça, mais c'était qui tes modèles? Je dis pas que c'était Chantal, là, mais c'est juste ça m'a inspiré ça, mais tes modèles ou tes inspirations dans le métier que tu pratiques. Puis je sais que les filles vous faites tout le temps demander, parce que je sais c'est comme ça en humour. Ah, t'es une fille dans le sport, ah, t'es une fille en humour, puis ça devient un peu gossant. Mais est-ce que Chantal ou d'autres personnes, tu sais, ou puis peut-être t'as même pas eu, tu sais jamais posé cette question-là, peut-être t'as juste dit non, je vais être journaliste, puis que je suis une femme, ça. Mais t'as-tu des modèles qui t'ont inspiré à... Ben, c'est drôle parce que moi, quand j'étais jeune, je voulais gagner la Coupe Stanley. T'sais, mais t'es pas la première qui me dit ça. Moi, je jouais à la ringuette, là, puis je voulais gagner la Coupe Stanley. Fait que mes modèles, tu sais, moi, c'était Pierre Turgeon. Là. Quand Pierre Turgeon a été échangé, j'ai pleuré. Je portais son 77, c'était mon capitaine. C'est mon numéro aussi. C'est vrai? Oui. Tu vois? Mais... Dans un échange terrible, by the way. Ouais. Mais je suis pas groupie dans la vie. Mais je pense que Pierre Turgeon, je pourrais avoir les genoux un peu mous en le rencontrant. Tu sais, parce qu'il y a tellement, tu sais, dans ces années-là d'enfance aussi, là, ça a tellement été un personnage important. Puis, tu sais, mes idoles, c'était Vincent D'Anfous, c'était Benoît Brunet. Puis là, c'est drôle parce que je travaille avec eux. Mm-hmm. Puis même le premier antichambre que j'ai animé, tu sais, c'est quand même stressant, là, c'est un gros show, l'antichambre, puis tu vas avoir de l'expérience. Ouais. Puis un de mes panélistes, c'était Vincent. Puis c'est drôle parce que je regardais, le matin du premier show, je regardais le show de la veille. Puis quand j'ai vu Vincent dans la bande-annonce, puis tu sais, on s'entend, je travaille avec Vincent depuis des années, là, je le connaissais, là, mais avant ce soir-là. Puis là, c'est comme si ce soir-là, là, je me suis revue la petite Andréane dans le sous-sol devant la télé qui 96. regardait Vincent D'Anfous. Puis là, je me suis dit, hey, je vais animer mon premier antichambre, puis Vincent, il est sur le plateau. Ça a comme pris une espèce de tournure. Ouais, exact. Fait que ça, mes idoles, quand j'étais jeune, c'était des sportifs. Tu sais, comme personne chez moi s'intéressait au sport, j'étais une autodidacte. Fait que, mettons, aujourd'hui, je suis une fan des Broncos de Denver parce que quand j'ai commencé à suivre la NFL, les Broncos étaient hot à cause de John Elway puis ils gagnaient des Super Bowls. Fait que si je me faisais faire un chandail de foot aujourd'hui, ce serait Elway dans mon dos. Ou Manning, puisque Peyton Manning est arrivé dans ma vie plus tard. Mais quand j'ai commencé à regarder le tennis, ben c'était André Agassi. Avec ou sans cheveux au moment que tu as commencé? Je pense qu'ils avaient plus. Fait que tu vois, eux, c'était mes modèles. Puis après ça, chez nous, ça regardait beaucoup les nouvelles. Puis on recevait la presse à tous les matins. Alors, je lisais le cahier des sports religieusement. Puis ça, c'était dans les années où François était à la presse, Régent Tremblay était à la presse. J'ai failli dire Richard Labbé, mais je suis pas certaine. Peut-être que Richard, c'est venu plus tard. Mais c'était beaucoup les journalistes écrits. Puis après ça, oui, effectivement, il y a eu Chantal, mais ça a été plus tard, tu sais. Puis déjà là, j'étais rendue dans le milieu. Fait qu'évidemment que la première fois que j'ai rencontré Chantal, je savais c'était qui. Oui. Mais je peux pas dire que c'est elle qui a forgé. Tu sais, à la limite, Danielle Sauvageau a été pour moi une idole parce que là, le hockey féminin est arrivé. Puis là, le Canada a gagné. 2002. Ouais, tu sais, fait que là, le hockey féminin, ça existait. Là, les femmes, on arrivait dans cette sphère-là. Fait que moi, là, j'ai fait un bloc au 5 à 7 parce que je croise souvent Daniel maintenant, là. Puis, tu sais, mon Dieu, que je suis tellement heureuse d'avoir son numéro dans mon téléphone. Manon Réaume, la même chose, qui est collaboratrice à l'antichambre. Manon, on lui parle chaque jour quand on l'a à l'antichambre le soir. Elle appelle l'animateur, tu sais. Moi, Manon Réaume, elle m'appelle. Puis je parle 40 minutes avec Manon, tu sais. Pour moi, la première fois qu'elle m'a appelé, là, il a fallu que je m'assoie. Je suis comme... Puis je suis pas groupie, mais ça a tellement été des noms importants. Puis en plus, tu es tellement fine, là, Manon. Mais... Puis c'est Daniel, même chose. Oui. Michigan. Puis là, Daniel, je reviens à ça, on a fait un bloc ensemble au 5 à 7 en ouverture de show pour parler du Canadien, les deux ensemble. Puis j'ai cette photo-là sur Instagram, je l'ai dans mon téléphone parce que je me disais, on est rendu là, tu sais. Puis on était deux femmes sur le plateau du 5 à 7 à parler de hockey sans dire « Hey, on est deux femmes, puis on parle de hockey. C'était normal qu'on soit là, puis on avait le droit de parler du Canadien, puis on n'a pas reçu non plus un déluge de messages plates ou de, tu sais... Fait que je regarde ça, puis je me dis « Oh mon Dieu, on est rendu là. » Fait que c'est ça, les modèles que j'avais étaient beaucoup plus des modèles dans le sport. Ma vie est beaucoup calquée sur le sport aussi, au niveau de la discipline de vie, puis au niveau de
de tout ça, là, mais... Fait que ouais, mais après ça, ben c'est sûr que Chantal, elle a été importante. Ça, il n'y a pas de doute. Non, mais c'est parfait comme réponse parce que c'est la vérité, tu sais, parce que je te demandais, parce que, mettons, une plus jeune un peu que toi, j'imagine, Daphné Malbeuf, elle, Chantal, c'était son point d'ancrage, puis quand elle l'a rencontrée, elle était comme, oh my God, tu sais. Moi, Chantal, pour moi, ça a été le modèle parfait de les femmes, on doit s'entraider et non pas se tirer dans le dos. Tu sais, le nombre de femmes qu'elle a vu passer qui voulaient sa job, là. Puis jamais t'as eu l'impression que ça la dérangeait, tu sais. Jamais je l'ai senti menacée. Puis pour moi, ça a été un exemple de elle a totalement raison. J'étais pas tellement de genre à pousser le monde dans les marches non plus, là. J'ai pas ça dans ma personnalité. Je suis assez gentille, là, dans la vie, là. Mais pour moi, ça a été un exemple flagrant de les femmes, soyons des forces entre nous. Tu sais, ne nous nuisons pas entre nous parce qu'il y en a pas beaucoup, tu sais. Au contraire, il faut qu'on soit là, puis il faut qu'on s'encourage, puis il faut qu'on se soutienne là-dedans, puis en même temps, mais de donner le modèle là-dessus, tu sais, Chantal puis moi, on est pareil, là, the one of the boys, puis il y a pas de différence entre le fait qu'on soit une femme ou un gars, tu sais, c'est comme ça, c'est une mouvance, puis t'es là pour les bonnes raisons, tu travailles fort, puis pour moi, là-dessus, elle a été ultra importante, comme de ce modèle-là de, hey, tu sais, c'est pas parce qu'une autre fille arrive que c'est une menace. Puis ça peut paraître banal, mais c'était très important. Puis je pense qu'elle a beaucoup contribué au fait que sur le beat, l'ambiance est bonne. Puis là, c'est sûr qu'il y a une bonne chimie avec les gars, mais que c'était pas, tu sais, quand il y avait Elisabeth Rancourt, quand il y avait moi, tu sais, c'était correct. Puis c'était... Et souvent aussi, c'est que vu qu'il n'y en avait pas beaucoup, c'est que vous tu sais, dans peu importe les domaines où il n'y a pas beaucoup, vous vous faites mettre en compétition l'une contre l'autre. C'est ça qui est weird. C'est les autres qui nous mettent en compétition. Exact, comme, ben là, tu sais, vous êtes deux, là, mais c'est comme, mais puis là, ça peut jouer dans la tête du monde. On est contre. Non, vous êtes, tu sais, personne n'est supposé être contre. Puis, tu sais, de la même façon, quand elle est partie, évidemment, ça a été, tu sais, elle a été importante dans mon parcours, mais quand elle est partie, c'est sûr que ça, tu sais, ça a été un moment, ça a été une journée, tu sais, comme Piqué est échangé, puis à un moment donné, Chantal est partie. Pour moi, le tremblement de terre, il est arrivé cette journée-là, puis là, tu te dis, OK, mais tu sais, les gens pensent, mettons, il y en a sûrement qui pensent, ben Chantal est partie, fait qu'ils ont mis Andréane là. Mais Andréane, elle a passé par tout le processus d'embauche, là. Ils m'ont pas donné le poste parce que il y a une fille qui est partie, on met une fille, là. Ouais. C'est pas ça, là. Fait que, mais c'est sûr que de l'extérieur, il y en a qui ont pu penser ça, mais c'était pas ça. Mais il reste que ça a créé une ouverture, il y a eu un poste qui s'est ouvert à RDS, alors qu'on, tu sais, Chantal avait toujours dit qu'elle resterait à RDS jusqu'à ses 85 ans, là, personne l'avait vu venir. Et ça se peut qu'elle revienne, on sait jamais. On sait jamais. Hey, c'est un milieu qui est comme ça, puis c'est-tu quoi, si elle revient, on va l'accueillir à bras ouverts, là, tu sais, on l'aime, le Chantal, là, en fait, c'est impossible de pas aimer Chantal. Si t'aimes pas Chantal, t'es pas une bonne personne. Enfin, là-dessus, j'en dérogerai pas, mais c'est sûr que cette journée-là, ça a été comme, ben là, elle est partie, tu sais. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Puis là, ben, il y a eu, les mois suivants ont été excessivement stressants parce que là, je me disais, ben là, moi, je voulais mon poste à RDS. Je voulais rentrer à temps plein. Ouais, ben là, je voulais une espèce de stabilité dont j'avais pas nécessairement besoin avant. Mais pas que j'en ai besoin, mais tu sais, à un moment donné... C'était mérité aussi, je pense. Là. Ben oui, absolument, parce que je me dis, il y a personne qui peut dire que je suis pas là pour les bonnes raisons. Là. Tu sais, j'ai fait 9 ans de hockey junior, j'avais été sur le beat à TVA Sport en remplacement d'Elisabeth quand elle était en congé de maternité. Tu sais, le hockey, ça fait partie de ma vie depuis toujours. Mes classes sont faites. Je pense bien humblement que je suis une animatrice qui a du talent, puis qui continue d'apprendre, puis qui continue d'avancer là-dedans. Donc, tu sais, je le sais que je suis là pour les bonnes raisons. Moi, je le sais, mes patrons le savent, puis honnêtement, mes collègues le savent aussi. Mais il reste que ça n'a pas été automatique de « Ah, ben Chantal s'en va, fait qu'Andréane va prendre sa place. » C'est pas comme ça que ça fonctionne dans ce milieu-là. Là, tu sais. Il aurait pu décider de mettre quelqu'un d'autre. Puis pas nécessairement une femme, ça aurait pu être un homme. Puis ça aurait été correct aussi. Mais, tu sais, j'étais là. Puis c'est quoi? C'est-tu parce que, est-ce que c'est parce que tu as beaucoup vu de messages sur les réseaux sociaux? C'est pour ça? Ou tu te les fait dire? Ou c'est comme... Ben, tu sais, il y a beaucoup de gens, mettons, encore là, qui vont dire, ah, tu sais, la nouvelle Chantal Maccabé. Ce qui est vraiment pas une insulte, là. Mais, tu sais, en même temps, je me dis, ben, oui, c'est d'accord. C'est un peu simpliste, mettons, là. Oui. Ouais. Ouais, exactement. Tu sais, je suis pas la nouvelle Chantal Maccabé, je suis Andréane Barbeau, tu sais. Mais, comme je dis, c'est pas une insulte, là. Puis je sais que les gens, ils disent pas ça pour mal faire. Ouais, je comprends. Mais je comprends que le lien est facile à faire. Puis en même temps, la journée qu'elle est partie, elle m'a fait pleurer comme un enfant. Déjà, c'était comme une journée émotive. Puis c'était le temps des fêtes, puis je remplaçais à Énergie. Puis là, ben je l'appelle. En fait, on s'était parlé dans la journée de façon privée. Puis là, on se disait, hey, ça serait le fun de l'avoir en entrevue dans le show. Hein? Fait que je la texte, tu sais, tu penses-tu que... Puis évidemment, elle dit oui, Chantal. Puis
en ondes, tu sais, à la fin de l'entrevue, merci beaucoup, tata, puis en ondes, elle me dit, Andréane, là, tu sais, je te passe le flambeau, là, c'est ton tour. Je te le dis, j'ai des frissons encore. Puis c'est comme, c'est ton tour, là. Vas-y, là. À toi de le tenir, ouais. de le tenir bien haut. Je pleurais. J'étais plus capable de parler parce que je me disais, tu sais, quelle marque de c'est vrai, j'ai des frissons. Tu sais, quelle marque de confiance. Tu sais, t'es pas obligée de le faire. Publiquement. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, je pense, là, mais tu sais, elle était pas obligée de le faire. On s'était parlé dans la journée. Mais ça, c'est Chantal, tu sais. La même façon que quand j'ai remplacé Ron Fournier aux amateurs de sport au 98.5, elle animait l'antichambre ce soir-là, puis elle m'a appelé après son show. Parce qu'elle m'a dit, j'embarque dans le char, puis c'est toi. Puis là, je me suis dit, les 2 plus gros shows de sport à Montréal étaient animés par des femmes ce soir, tu sais. Puis elle en a fait un statut sur les réseaux sociaux où je me disais, t'avais pas besoin de le faire. Mais tu sais, pour elle, c'était important. Ouais. C'est ça, c'était important de le mettre de l'avant. Fait que je me dis, si j'ai 1 centième de cette volonté-là de dire, OK, oui, il faut qu'on s'aide, mais il faut aussi le mettre de l'avant, il faut s'encourager entre nous, puis il faut assumer totalement ça. Ça vient totalement de Chantal. C'est super. Ouais, vraiment. T'as-tu eu beaucoup de, comme on dit en anglais, du backlash? Comment, tu sais, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, tout le monde, on a malheureusement trop accès à d'opinions trop vite. Puis, tu sais, l'antichambre, c'est un show d'opinion. Les gens sont à chaud, c'est émotif. C'est que ça, tu sais. Est-ce que tu t'es dit, il y a un dark side à ce job-là que je connaissais pas? Je suis très chanceuse. Puis là, je vais toucher ta table en bois. Là. Je suis très chanceuse. Ma table est en bois. Parce que, oui, c'est ça. J'en ai pas beaucoup. Tant mieux. J'en ai pas beaucoup. Ouais, j'en ai pas beaucoup. En même temps, je suis très... Je vais me faire des pseudonymes puis je vais me Oui, c'est ça, la soeur que je l'ai dit. Je vais alimenter tout le monde. J'ai le bouton bloqué très facile. J'endure pas ça. Quand j'en ai, je l'endure pas. Je passe mon chemin. Mais en même temps, tu sais, moi, je fais pas d'opinion sur les réseaux sociaux. Quand j'écris sur le hockey, ce sont des faits. Voici ce qui se passe, c'est de l'information et c'est consciemment que je le fais parce que j'ai pas envie du backlash. Parce que, mettons que tu t'insultes mon post sur les changements de trio de Martin Saint-Louis, c'est pas vers moi que c'est dirigé. Tu sais, ça, il y en a, là. Mais c'est pas vers moi que c'est dirigé. Fait qu'après ça, tu sais, vous pouvez bien dire ce que vous voulez. Moi, je vous dis ce que j'ai vu sur la glace. Je vous dis ce qui se passe. Donc, je fais pas d'opinion parce que je pense pas avoir rien à gagner en faisant, justement parce que ça me tente pas de me faire troller. Ma page Facebook, elle est privée. Désolée pour les gens qui viennent m'écrire puis qui veulent me parler puis qui veulent être mes amis, ça arrivera pas. Ma page Facebook est privée, puis j'ai mon Instagram qui est public, mais tu sais, je mets pas, tu sais, évidemment, Instagram, c'est pas de l'opinion, puis je mets pas de photos de ma vie privée. Je suis très, très là-dessus, très réservée sur ma vie privée, ma famille, mes nièces, tu sais, c'est ce que tu vas voir sur mon Instagram, c'est des voyages puis c'est de la job. Fait que je me protège en faisant ça parce que j'ai pas envie, mais en même temps, j'ai pas non plus envie de m'exposer. À la base, c'est pas dans ma personnalité d'exposer ce côté-là de ma vie. Ça me dérange pas d'en parler, mais je vais pas mettre ça à tout vent sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que ça me protège. Je pense que jusqu'à maintenant, j'ai été assez chanceuse. Tu parlais de justement ce que tu poses sur les réseaux, tout ça, mais toi, t'es madame randonnée, là? Et j'en fais plus autant que je voudrais, mais oui, j'aime vraiment beaucoup ça. Si je te dis Utah? Utah, le voyage d'une vie. Ouais, je suis allée, le Midwest américain, là, c'est complètement fou. Puis c'est des voyages que j'ai fait toute seule aussi en randonnée. Je suis partie avec mes bottes, mon sac à dos, puis... Est-ce que c'est parce que tu as vu le film Into the Wild? Non, je sais que tout le monde me dit ça, mais non, je suis en amour avec la Roche Rouge, avec le Midwest, avec, tu sais, je suis descendue... Roche Rouge? Ouais, comme là, mettons, ça me démange, là, parce que ça fait longtemps que je suis pas allée dans le Midwest, puis... Mais la Roche Rouge... La terre rouge, oui, la terre rouge, ça allait mes bottes avec de la terre rouge, quelque chose de... C'est parce que ça ressemble tellement à rien qu'on a fait, tu sais, à rien qu'on a ici, en fait, là. C'est pour ça, c'est ce que les Autochtones se mettaient dans le visage? C'est pour ça qu'il y avait des... possiblement. Ouais, ça se peut, parce que là-bas, c'est ça, la terre, ben, dépendamment t'es où, parce que dans le même méta, tu peux changer de couleur, là, c'est différent. Mais oui, j'aime beaucoup faire de la randonnée, puis j'aime ça, faire de la randonnée toute seule. C'est, au lieu de faire du yoga, mettons, ou un camp de méditation, là, moi, je pars avec mes bottes, puis je m'en vais marcher, puis je refais ma vie au complet, en long et en large, où j'arrête de penser un peu, puis ça me fait du bien. Puis t'es-tu une loner? Oui, peut-être un peu, mais pas tant que ça non plus. Là. En job, t'es tout le temps avec beaucoup de monde. Exact. Fait que des fois, j'ai besoin de me retrouver. Mais la randonnée, c'était aussi... Le premier voyage de randonnée que j'ai fait, ça a été un coup de tête. Là. Je me suis booké un billet pour Phoenix, puis qui était pas cher. Puis je me suis dit, moi, je m'en vais voir le Grand Canyon. Puis je descends dans le Grand Canyon, parce qu'en plein mois de janvier, y a personne.
Fait que je suis partie avec mes crampons et au début, il y avait de la neige, puis plus je descendais, moins il y en avait. Je suis pas descendue jusqu'en bas parce que honnêtement, c'est une bonne run, puis t'es en altitude. Là. Fait qu'il faut aussi... Ouais, puis il faut considérer que t'es en altitude, ce que moi, j'avais pas considéré cette fois-là. Ouais, mais c'est parce que le Grand Canyon, là, je vous le dis, si ça vous tente, là, c'est vraiment le fun, allez-y, mais tu descends au début. Quand tu descends, t'es pas à l'effort. Moi, je me disais, mon Dieu, l'altitude, un jeu d'enfant. Ouais, après ça, tu remontes. Puis là, quand tu remontes puis que tu te mets à avoir besoin de ton air, là, tu cherches ton air. Fait que sachez-le, quand je suis allée en Utah, je me suis pas fait prendre. Là, je le savais, je prenais des pauses quand je remontais, quand j'étais à l'effort, tout ça. Mais ouais, je suis partie, c'est ça, en Arizona. Puis après ça, j'ai fait l'Utah. Puis je suis en Alaska l'an dernier. Mais ça, c'était avec ma mère, j'étais pas toute seule. Fait qu'on a quand même fait pas mal de randonnées. Et de la terre blanche, mieux appelée... La neige. Mais là, on est allé dans la neige, mais en avion. Tu sais, on a atterri sur un glacier avec un petit avion, on s'est promené dans la neige, mais sinon, quand je suis allée, c'était la fin de l'été, l'automne. Mais l'automne arrivait, là, en Alaska. On dirait c'est comme si l'automne était arrivé pendant qu'on était là. Dépendamment d'où on était, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait du rouge, du orange, du jaune. Fait que ça a été un beau trip aussi de randonnée en Alaska. C'était trippant. C'était pas commencé comme d'un bar en Utah à checker une game de hockey? Comment ça, tu sais ça? J'étais dans le bar. Non! J'avais une fausse moustache. Je m'appelais Luke. Hey, je m'appelais Chaz. Il y a un barman en Utah qui doit encore se demander qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, parce que c'est ça, je suis allée pendant l'hiver, fait que ça devait être janvier ou février, là, je me rappelle pas, mais peu importe. Puis il y a pas un chat. Puis je suis à un petit village à côté du parc national de Zion. Puis il y a rien d'ouvert parce que c'est la basse saison, OK? Fait que les villages... En Arizona, il y a plus de vie, là, mais en Utah, là, ces villages-là, il y a des villages fantômes, là. Ça ouvre juste pendant les saisons touristiques. Puis donc, là, il y avait peut-être 2 restos d'ouvert. Fait que je m'en vais là. C'est un sports bar. Puis je m'assois au bar, comme je fais tout le temps quand je voyage seule, parce qu'au moins, tu sais, s'il y a du monde, tu peux jaser un peu ou peu importe, là. Puis je me suis mis à jaser de hockey. Le gars voyait que je regardais la game de hockey-ish qui jouait ce soir-là. Là. Je sais pas c'était quoi. Puis là, on s'est mis à jaser. Puis lui, c'est un fan des Bruins de Boston. Fait que quand j'ai dit que je venais de Montréal, il savait très bien c'était où Montréal, puis le Canadien, puis ci, puis ça. Puis il m'a jamais demandé ce que je faisais dans la vie. On a juste jasé de hockey tout le long que j'étais là à prendre mon drink puis à manger mon burger puis mes frites parce que j'avais fait de la rando toute la journée puis j'y retournais le lendemain. Fait que là, j'avais faim. J'aime que tu te justifies, t'avais vraiment le droit de manger tes burgers, tes frites. Non, mais ça a l'air bizarre en plein milieu d'un voyage de randonnée, mais tu sais, quand tu hikes un 15-20 km par jour, là, ton burger à la fin de la journée, il est nécessaire. Entre 3 Jaeger Bombs avec ton nouvel ami. Puis je suis juste repartie. Puis je me suis dit, ce monsieur-là, tu sais, qui sait pas ce que je fais dans la vie, là, il a dû dire... Quelle est cette rencontre que je viens de faire? Mais il était super fin, on n'a pas parlé de nos vies, on a juste parlé de hockey pendant peut-être 1 heure et demie de temps. Lui, ça fait des années que j'ai rencontré la femme de ma vie, elle est juste jamais revenue. Oui, c'est ça. Fait que, oui, c'est ça. Ouais. Je sais pas pourquoi comment ça tu sais ça, mais oui, c'est arrivé. Encore une fois, j'étais en dessous de la table de poule avec une oreillette. Honnêtement, je trouve que c'est la parfaite point à cet épisode. Beaucoup de millage. Oui, honnêtement, j'avais une feuille sur toi, il y a peu de choses sur toi. Non, je sais. Puis ce que je comprends, là, sur les réseaux ou sur Internet en général, puis j'étais comme, ça peut aller d'un bord comme de l'autre, ces podcasts-là. Des fois, c'est super tough. Parce que des fois, mais là, en même temps, toi, c'est que t'es dans les médias, fait que j'étais pas inquiet parce que t'étais habitué de communiquer, mais ouais. Des fois, d'ouvrir des gens comme essayer d'ouvrir une huître avec... J'en doute pas. Avec un pic de guitare, c'est quand même tough. Fait que, heureusement, c'était super. Puis Luc, tantôt, donc microbrasserie. Microbrasserie. Et chaud trad. Ben, s'il demande, peut-être qu'il va dire, hey, elle a pas rapport. Ah, c'était les cowboys fringants. OK. Ouais, non, c'était pas ça. Mais merci, tu quittes un micro pour un autre. Oui, je m'en vais à Énergie à l'instant. Donc, c'était ton warm-up. Ouais. Donc, si j'ai plus de voix rendue à 6 heures tantôt, ça va être de ta faute. Non, mais là, t'as juste tourné en rond avec pas de casque en lançant des rondelles dans la vitre, là, la game commence. Mais merci beaucoup, c'était vraiment le fun. Merci, Andréane, c'était le fun. Je suis soulagé parce que j'avais peur, j'étais comme, mon Dieu, mais imagine qu'après... Mais je me dis tout ça, puis on fait tout le temps 1h30. Fait que moi, non, j'étais pas inquiet. Des fois, c'est les meilleures entrevues quand t'as un plan, mais t'en as pas. Alors... Ouais, mais ça porte plus à l'écoute. Là, moi, je suis contente. J'ai un nouvel ami humoriste. Oui, exact. Je veux terminer le podcast sur le whoop whoop. Merci, Andréa. Salut. Merci
Merci, Andréane. Ça va être un plaisir de la recroiser éventuellement, je l'espère. Je tiens à remercier tous ceux qui font de Dread sur le Tape une équipe étoile. J'ai nommé Fred Levac qui fait le montage. C'est lui qui a fait le jingle de Dread sur le Tape que vous connaissez. Oui, Fred Levac. Également, on a au booking Hugo Reich et Amelia McGuire Saint-Onge. Et pour tout ce qui est programmation, réseaux sociaux et autres, parce que oui, une chance qu'elle a Amelia McGuire Saint-Onge. Je m'appelle David Bocage et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Allez, bye bye now.